La brume s'élevait comme un voile fantomatique sur les pavés irréguliers de Montmartre en cette soirée d'automne 1899. Les réverbères à gaz projetaient des halos jaunâtres qui peinaient à percer l'obscurité grandissante. Élise Mercier remontait la rue le pic d'un pas vif, son portfolio serré contre sa poitrine. À 26 ans, cette jeune femme aux cheveux auburn coupés court défiant les conventions, incarnait l'esprit bohème du quartier. Ses yeux verts, toujours en quête de nouvelles perspectives à capturer sur toile, scrutaient les ombres avec une inquiétude inhabituelle. Marcel aurait dû être là, murmura-t-elle pour elle-même, tandis qu'elle atteignait la petite place où les artistes se retrouvaient chaque soir. Le Lapin Agile, cabaret emblématique de la butte, déversait dans la rue les échos de rires et de chansons, mais Élise n'avait pas le cœur à la fête. À l'intérieur, l'atmosphère était chargée de fumée et de conversations animées. Des peintres, poètes et musiciens s'entassaient autour de tables en bois usé, leurs visages illuminés par la lueur vacillante des bougies. Élise. Par ici, appela Gustave, un violoniste aux doigts agiles et à la barbe fournie. Viens donc nous rejoindre. Elle se fraya un chemin jusqu'à leur table habituelle, cherchant du regard la silhouette massive de Marcel Dubois, son ami sculpteur. Marcel n'est pas avec vous, demanda-t-elle en posant son portfolio. Un silence inconfortable s'installa. Ce fut Sophie, une danseuse au visage émacié, qui brisa enfin le silence. Tu n'es pas au courant. Cela fait 3 jours que personne ne l'a vu. Son atelier est fermé, ses outils abandonnés. C'est comme s'il s'était évaporé. Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comme François le mois dernier? Gustave hocha gravement la tête. Et comme Léon avant lui. C'est le 3e en 2 mois. On raconte des choses étranges, chuchota Sophie en se penchant vers Élise. Des silhouettes sur les toits, des bruits de pas qui ne mènent nulle part. Certains parlent même d'un vampire. Un vampire? À Paris? Élise ne put retenir un rire nerveux. Nous ne sommes pas dans un roman gothique. Ris si tu veux, intervint un vieil homme assis dans l'ombre, que personne n'avait remarqué jusqu'alors. Mais explique-moi pourquoi seuls les artistes disparaissent. Et pas n'importe lesquels, uniquement ceux qui ont du talent, du vrai. L'homme leva son verre dans leur direction avant de poursuivre. Cette ville cache des secrets bien plus anciens que vos jeunes esprits ne peuvent l'imaginer. Les ombres de Paris ont faim, et elles se nourrissent de création. Un silence pesant s'abattit sur leur table, tandis que les rires et les chansons continuaient tout autour. Plus tard cette nuit-là, Élise rentrait seule vers son petit appartement sous les toits. Les paroles du vieil homme résonnaient dans son esprit, aussi irrationnelles qu'inquiétantes. En passant devant l'atelier de Marcel, elle s'arrêta. La porte était verrouillée, mais la petite fenêtre latérale était entr'ouverte. Après un moment d'hésitation, Élise se hissa jusqu'à l'ouverture et se faufila à l'intérieur. L'atelier était plongé dans une obscurité presque complète. Elle alluma une lampe à huile et ce qu'elle vit la figea sur place. La dernière sculpture de Marcel, normalement couverte d'un drap, était exposée au centre de la pièce, une gargouille grimaçante, d'un réalisme saisissant, dont les yeux semblaient suivre ses mouvements. Tout autour, les murs étaient couverts d'esquisses frénétiques de la même créature, vue sous tous les angles. Sur l'établi, un journal intime ouvert attira son attention. La dernière entrée, datée de 3 jours plus tôt, ne comportait que quelques lignes tremblantes. Elle m'observe. Je les vois maintenant, même quand je ferme les yeux. La grande gargouille de Notre-Dame, celle du transept nord, n'est pas ce qu'elle semble être. Elle m'appelle. Cette nuit, je dois y aller. Je n'ai pas le choix. Un bruit sourd sur le toit fit sursauter Élise. Des pas? Elle éteignit précipitamment la lampe et retint sa respiration. Les pas semblaient se déplacer juste au-dessus d'elle, puis s'éloignèrent vers les hauteurs de Montmartre. Lorsqu'elle quitta l'atelier, emportant discrètement le journal de Marcel, Élise leva les yeux vers les toits. Pendant un instant, elle crut apercevoir une silhouette massive se découper contre le ciel nocturne, une forme qui n'avait rien d'humain. L'aube se levait sur Paris, baignant Notre-Dame d'une lumière dorée qui adoucissait momentanément les traits grotesques de ses gargouilles. Victor Beaumont, inspecteur à la sûreté, contemplait la cathédrale depuis le parvis, son regard s'attardant sur les créatures de pierre qui semblaient le narguer de leur éternel rictus. À 42 ans, Victor portait les marques d'une carrière éprouvante, des rides profondes au coin des yeux, des cheveux poivre et sel coupés courts, et cette cicatrice fine qui barrait sa joue gauche, souvenir d'une enquête qui avait mal tourné. Son manteau sombre et son chapeau melon lui donnaient l'allure austère qui convenait à sa fonction, mais trahissait mal la vivacité de son intelligence. Encore 3 artistes disparus, marmonna-t-il en consultant ses notes.
sans la moindre trace de lutte ou d'effraction. Comme s'ils étaient partis de leur plein gré. Ou comme s'ils avaient été emportés par les airs, intervint une voix féminine derrière lui. Victor se retourna vivement pour découvrir une femme d'une cinquantaine d'années, vêtue d'une robe noire élimée et d'un châle gris. Son visage anguleux était encadré par des mèches grises échappées d'un chignon sévère, et ses yeux d'un bleu délavé brillaient d'une étrange intensité. « Madame » interrogea l'inspecteur, surpris. « Margot Dufresne. »« Je suis gardienne ici depuis 20 ans, répondit-elle en désignant la cathédrale d'un geste ample. « Et je vois des choses que d'autres ne voient pas, monsieur l'inspecteur. » Victor haussa un sourcil sceptique. « Comment savez-vous que je suis inspecteur ?» Un sourire énigmatique étira les lèvres fines de Margot. « Les gargouilles me l'ont dit. Elle voit tout, vous savez. Elle me parle. » « Bien sûr, soupira Victor, habitué aux excentricités parisiennes. « Et que vous disent ces charmantes créatures de pierre ?»« Qu'elles ne sont pas toutes de simples décorations, répondit Margot, soudain très sérieuse. « Certaines sont des gardiens, d'autres des démons. Elles protègent des secrets que Paris a oubliés depuis longtemps. » Elle s'approcha de lui, baissant la voix comme pour une confidence. « Vos artistes disparus, ils avaient tous un don particulier, n'est-ce pas? Un talent qui les distinguait ?» Victor fronça les sourcils. Cette information n'avait pas été rendue publique. « Comment pourriez-vous le savoir? » Parce que c'est toujours ainsi que ça commence. Les plus talentueux sont choisis en premier. Elle pointa un doigt noueux vers une gargouille particulièrement hideuse sur le transept nord. Celle-là. Demandez-leur s'ils l'ont dessinée. Avant que Victor ne puisse l'interroger davantage, Margot s'éloigna d'un pas étonnamment vif, disparaissant par une petite porte latérale de la cathédrale. Plus tard dans la journée, Victor se rendit à Montmartre pour interroger les proches des disparus. Le quartier bouillonnait de vie et de couleurs, si différent de l'atmosphère solennelle de Notre-Dame. Dans un petit café de la place du Tertre, il rencontra Élise Mercier, amie du dernier disparu. Marcel était obsédé par cette gargouille, confirma Élise en montrant à Victor le journal qu'elle avait récupéré. Regardez ces croquis toujours la même, sous tous les angles possibles. Victor examina les dessins, un frisson parcourant son échine. C'était exactement la gargouille que Margot avait désignée. « Mademoiselle Mercier, croyez-vous aux coïncidences ?» demanda-t-il en refermant le journal. « De moins en moins, inspecteur, répondit Élise, ses yeux verts reflétant une détermination nouvelle. J'ai fait des recherches. François et Léon, les deux autres artistes disparus, travaillaient aussi sur des œuvres inspirées des gargouilles de Notre-Dame. » Elle sortit de son portfolio plusieurs coupures de presse et photographies. Et ce n'est pas tout. Il y a eu des disparitions similaires en 1850, puis en 1799. Toujours par cycle de 50 ans. Victor la dévisagea avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Vous avez mené votre propre enquête. Marcel était mon ami, répondit simplement Élise. Et je refuse de croire qu'il s'est simplement évaporé. Leur conversation fut interrompue par un bruit sourd sur le toit du café. Tous les clients levèrent les yeux, mais seuls Victor et Élise aperçurent une ombre massive se déplacer furtivement avant de disparaître. « Vous l'avez vu » murmura Élise. Victor acquiesça lentement, son scepticisme habituel ébranlé. « Je crois que nous devrions parler à cette Margot Dufresne. Elle semble en savoir plus qu'elle ne le dit. » Cette nuit-là, alors qu'Élise regagnait son appartement, elle eut la sensation persistante d'être observée. Sur son bureau, elle disposa les croquis de Marcel et ses propres recherches. Une théorie folle commençait à prendre forme dans son esprit, une théorie impliquant des gargouilles vivantes et d'anciens secrets. Elle s'approcha de sa fenêtre, scrutant les toits de Montmartre baignés par le clair de lune. Pendant un instant, elle crut voir plusieurs silhouettes massives se déplacer dans l'ombre, convergeant vers Notre-Dame. « Que essayez-vous de me dire » murmura-t-elle, comme si les créatures pouvaient l'entendre. Dans le silence de la nuit, un murmure semblable au frottement de la pierre contre la pierre lui parvint, si ténu qu'elle douta l'avoir réellement entendu. « Viens à nous, créatrice. » Le cycle a commencé. La pluie battante transformait les rues de Paris en rivières miroitantes, reflétant les lumières vacillantes des réverbères. Élise, abritée sous un parapluie élimé, se dirigeait vers l'appartement de l'inspecteur Beaumont dans le quartier du Marais. Sous son manteau, elle protégeait précieusement le carnet d'esquisses de Marcel qu'elle avait découvert la veille, caché sous une lame de parquet dans son atelier. Le concierge de l'immeuble, un homme voûté au regard suspicieux, la conduisit jusqu'à l'appartement de Victor. Ce dernier ouvrit la porte,
visiblement surpris par cette visite impromptue. Mademoiselle Mercier? Que faites-vous ici à cette heure? J'ai trouvé quelque chose, répondit-elle, essoufflée. Quelque chose que Marcel avait délibérément dissimulé. L'appartement de Victor était à son image ordonnée, fonctionnelle, presque austère. Seule une bibliothèque imposante, remplie d'ouvrages sur l'histoire de Paris et l'architecture gothique, trahissait une passion qui dépassait son métier d'enquêteur. Élise déposa le carnet sur la table du salon. À première vue, il s'agissait d'un simple recueil de croquis artistiques des études de Gargouille sous différents angles, avec une attention particulière pour celle du transept nord de Notre-Dame. Mais en progressant dans les pages, les dessins devenaient plus frénétiques, plus obsessionnels. Regardez comment son trait change, fit remarquer Élise en tournant délicatement les pages. C'est comme s'il perdait le contrôle, acheva Victor, penché par-dessus son épaule. Les dernières pages contenaient des annotations cryptiques dans les marges. Il chante la nuit, la pierre respire, il m'appelle. Et enfin, sur la dernière page, un dessin différent des autres, une carte détaillée des catacombes sous Montmartre, avec un symbole étrange marquant un emplacement précis. Qu'est-ce que c'est que ça? Murmura Victor, soudain très pâle. Une entrée des catacombes, je crois, répondit Élise. Mais ce symbole, je l'ai déjà vu quelque part. Elle fouilla dans son sac et en sortit un livre ancien sur l'histoire occulte de Paris, ouvert à une page montrant le même symbole. C'est le sceau des gardiens de pierre, une confrérie médiévale qui aurait participé à la construction de Notre-Dame. Selon la légende, ils auraient insufflé la vie à certaines gargouilles pour protéger un artefact sacré. Victor passa une main lasse sur son visage. Mademoiselle Mercier, vous me demandez de croire à des contes pour enfants? Je vous demande d'expliquer pourquoi 3 artistes ont disparu sans laisser de traces, pourquoi ils dessinaient tous la même gargouille, et pourquoi ces disparitions se répètent tous les 50 ans, répliqua-t-elle avec feu. Un silence tendu s'installa entre eux, rompu uniquement par le crépitement de la pluie contre les vitres. Il y a autre chose, dit finalement Élise. Elle sortit plusieurs dessins de son portfolio, ses propres œuvres. J'ai commencé à faire ces croquis il y a 3 jours, sans vraiment savoir pourquoi. Victor examina les dessins avec stupéfaction. Ils représentaient la même gargouille que celle obsédant Marcel, mais vue de l'intérieur, comme si Élise avait pu observer le monde à travers ses yeux de pierre. Comment est-ce possible? Demanda-t-il dans un souffle. Je ne sais pas, avoua Élise, la voix tremblante. Ces images apparaissent dans mes rêves, puis je les dessine à mon réveil. C'est comme si cette créature essayait de me montrer quelque chose. Un coup sourd contre la fenêtre les fit sursauter. Victor s'approcha prudemment et écarta le rideau. Sur le rebord extérieur, exposé à la pluie battante, se trouvait une petite sculpture de pierre, une réplique miniature de la gargouille qui les obsédait. Elle nous observe, murmura Élise. Elle sait que nous avons trouvé le carnet. Victor ouvrit brusquement la fenêtre et se pencha au dehors, scrutant les toits luisants de pluie. Pendant un instant, il crut apercevoir une silhouette massive s'éloigner en bondissant d'un toit à l'autre, mais la pluie brouillait sa vision. Nous devons parler à Margot Dufresne, décida-t-il en refermant la fenêtre. Dès demain matin. À l'aube, ils se rendirent à Notre-Dame. La cathédrale se dressait, majestueuse et inquiétante dans la lumière grise du petit matin. Margot les attendait, comme si elle avait su qu'ils viendraient. Vous avez trouvé le carnet, dit-elle simplement. Ce n'était pas une question. Comment le savez-vous? Demanda Victor, de plus en plus déstabilisé. Parce qu'elles me l'ont dit, répondit Margot en désignant les gargouilles au-dessus d'eux. Venez, il y a quelque chose que vous devez voir. Elle les conduisit à travers un dédale de couloirs étroits et d'escaliers en colimaçon, jusqu'à une petite porte dissimulée derrière un confessionnal. La porte donnait sur un passage secret menant aux hauteurs de la cathédrale. Peu de gens connaissent ces passages, expliqua Margot tandis qu'ils grimpaient. Ils ont été conçus par les gardiens de pierre pour accéder aux gargouilles sans être vus. Ils émergèrent finalement sur une galerie extérieure, face à la gargouille du transept nord. Vue de près, la créature était encore plus terrifiante, un démon ailé à la gueule béante, aux yeux profondément enfoncés dans leurs orbites. Touchez-la, ordonna doucement Margot à Élise. Avec hésitation, Élise tendit la main vers la gargouille. Au moment où ses doigts entrèrent en contact avec la pierre froide, une vision fulgurante la submergea, des artistes à travers les siècles, tous liés d'une façon mystérieuse aux gargouilles, un rituel ancien dans les profondeurs de Paris, et une présence malveillante, tapie dans l'ombre, qui se nourrissait de leur créativité. Élise retira sa main avec un cri étouffé. Elles sont vivantes, murmura-t-elle, les yeux écarquillés.
Et elles essaient de nous avertir d'un danger. Victor, qui avait observé la scène avec incrédulité, s'approcha à son tour de la gargouille. À sa grande surprise, il sentit un faible battement sous la pierre, comme un cœur endormi. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-il à Margot, son monde rationnel s'effondrant autour de lui. « Cela signifie que le cycle a recommencé, répondit gravement la gardienne. Et que votre amie Élise est la prochaine sur la liste. » En redescendant de la cathédrale, un sentiment d'urgence les habitait. Dans la sacristie déserte, Margot leur révéla ce qu'elle savait. Tous les 50 ans, quelqu'un ou quelque chose chasse les artistes les plus talentueux de Paris. Les gargouilles, créées à l'origine comme protectrices, tentent d'avertir ceux qu'elles peuvent atteindre. Marcel et les autres ont reçu leur appel, mais ils n'ont pas compris à temps. Et maintenant, c'est moi qu'elles appellent, murmura Élise. Mais pourquoi vous ? Demanda Victor. Parce qu'elle a le don de voir au-delà du voile, répondit Margot. Comme moi, comme tous les gardiens avant moi. Elle peut communiquer avec elles, peut-être même les aider à s'éveiller complètement. Un bruit de pas dans le couloir les interrompit. Un homme élégant d'une 60aine d'années apparut à l'entrée de la sacristie. « Ah, Margot, dit-il d'une voix mélodieuse. Je ne savais pas que tu avais de la visite. » Henri Lafont le présenta Margot avec une certaine raideur. Antiquaire et expert en histoire de Paris. Henri s'inclina légèrement, son regard s'attardant sur Élise avec un intérêt non dissimulé. « Enchanté, mademoiselle. Je sens que vous avez un don particulier. Une âme d'artiste, n'est-ce pas ?» Élise frissonna sous ce regard pénétrant. Pour une raison qu'elle ne s'expliquait pas, elle ressentit un profond malaise en présence de cet homme. « Nous devons y aller, intervint abruptement Victor, plaçant instinctivement son corps entre Élise et Henri. « Merci pour votre aide, Madame Dufresne. » Alors qu'il quittait Notre-Dame, Élise jeta un dernier regard aux gargouilles qui se découpaient contre le ciel. Pour la première fois, elle eut la certitude absolue qu'elle la regardait en retour. « Elle nous protège, murmura-t-elle. Mais de quoi exactement ? La réponse à cette question allait s'avérer bien plus terrifiante qu'il ne pouvait l'imaginer. Le crépuscule enveloppait Paris d'un manteau pourpre lorsqu'Élise et Victor franchirent le seuil de la boutique d'Henri Lafont, nichée dans une ruelle étroite du quartier latin. Une clochette tinta doucement, annonçant leur arrivée dans ce qui semblait être un cabinet de curiosités plutôt qu'une simple antiquité. L'espace était saturé d'objets hétéroclites, statuettes africaines, manuscrits jaunis, instruments scientifiques d'un autre âge, et surtout, d'innombrables représentations de gargouilles sculptures, gravures, et peintures qui semblaient suivre les visiteurs du regard. « Je me demandais quand vous viendriez, déclara Henri, émergeant de l'arrière-boutique avec 2 verres de vin rouge. Margot m'a parlé de votre situation particulière. » Victor fronça les sourcils. « Nous ne lui avons pas dit que nous viendrions vous voir. » Un sourire énigmatique étira les lèvres minces d'Henri. « Disons que j'ai un certain talent pour anticiper les événements, inspecteur Beaumont. » Il leur tendit les verres et les invita à s'asseoir dans un recoin de la boutique aménagée en salon, où trônait une cheminée dans laquelle crépitait un feu discret. « Vous cherchez des réponses concernant les gargouilles et les artistes disparus, poursuivit Henri. Je peux vous éclairer, mais ce que je vais vous révéler risque de bouleverser votre perception de Paris, et de l'histoire elle-même. » Élise observait attentivement l'antiquaire. Sous son apparence soignée costume 3 pièces impeccable, cheveux argentés coiffés en arrière, main manucurée, elle percevait quelque chose d'indéfinissablement ancien, comme si son élégance n'était qu'un vernis recouvrant une réalité bien plus complexe. Les gargouilles ne sont pas de simples décorations architecturales, commença Henri en se dirigeant vers une vitrine dont il sortit un manuscrit relié de cuir. Elles ont été créées au XIIIe siècle par une confrérie secrète, les Gardiens de Pierre, dont j'ai longuement étudié l'histoire. Il ouvrit délicatement le manuscrit, révélant des illustrations détaillées de rituels ésotériques impliquant des sculpteurs travaillant la pierre à la lueur de bougies. Ces artisans n'étaient pas ordinaires. Ils possédaient un don rare, la capacité d'insuffler une étincelle de conscience dans leur création. Les gargouilles de Notre-Dame sont leur chef-d'œuvre, conçus pour protéger Paris d'une menace ancienne. « Quelle menace ?» demanda Victor, son scepticisme initial cédant peu à peu à la curiosité. Henri referma le manuscrit avec précaution. Une entité qui se nourrit de créativité humaine. Les Parisiens l'ont appelée de nombreux noms au fil des siècles: démons, vampires, voleurs d'âmes. Elle est aussi vieille que la ville elle-même, tapie dans ses entrailles, émergeant tous les 50 ans pour se sustenter. Et les gargouilles la combattent, interrogea Élise, fascinée malgré elle. Elles essaient, soupira Henri. Mais elles sont limitées par leur nature. Figées dans la pierre le jour,
elles ne peuvent s'animer que partiellement la nuit, et uniquement pour communiquer avec ceux qui possèdent le don comme vous, mademoiselle Mercier. Il se leva et s'approcha d'Élise, l'étudiant avec une intensité troublante. Vous êtes une créatrice exceptionnelle. Votre talent transcende la simple technique. Vous insufflez une âme à vos œuvres, comme les gardiens de pierre autrefois. Comment pouvez-vous le savoir, murmura Élise, mal à l'aise sous ce regard scrutateur. Je reconnais les signes, répondit simplement Henri. J'ai consacré ma vie à étudier ce phénomène. Victor, qui examinait les objets de la boutique, s'arrêta devant une peinture représentant un homme en tenue médiévale, dont les traits rappelaient étrangement ceux d'Henri. Un ancêtre, demanda-t-il innocemment. Henri eut un sourire ambigu. On pourrait dire ça. Il les conduisit ensuite vers une carte ancienne de Paris étalée sur une grande table. Les catacombes que vous avez vues dans le carnet de Marcel ne sont pas celles que les touristes visitent. Il existe un réseau plus ancien, plus profond, dont l'entrée se trouve sous Montmartre. Du bout du doigt, il traça un chemin sinueux sur la carte. C'est là que se cache l'artefact que les gargouilles protègent, le cœur de pierre, une relique qui maintient l'équilibre entre notre monde et, disons, d'autres réalités. Et vous pensez que cette entité cherche à s'en emparer, demanda Victor. Je pense qu'elle cherche à le détruire, corrigea Henri. Et pour cela, elle a besoin de l'énergie créatrice d'artistes exceptionnels. Une sorte de sacrifice rituel. Un silence pesant s'abattit sur la boutique. Même les flammes dans l'âtre semblèrent vaciller, comme troublées par ces révélations. Comment savoir si nous pouvons vous faire confiance, demanda finalement Victor, sa main effleurant instinctivement son revolver. Henri sourit, nullement offensé. Vous ne pouvez pas. Mais vous n'avez guère d'autres options, n'est-ce pas? Les gargouilles ont choisi mademoiselle Mercier. Elles ne l'auraient pas fait si le danger n'était pas imminent. Comme pour confirmer ces paroles, un bruit sourd retentit sur le toit de la boutique. Élise sentit un frisson familier parcourir son échine, la sensation d'être observée par des yeux de pierre. Elle nous surveille, murmura-t-elle. Elle vous surveille, vous, précisa Henri. Elles attendent que vous acceptiez votre rôle. Quel rôle, demanda Élise, de plus en plus désorientée. Celui des veilleurs, répondit Henri. Seul un artiste au don exceptionnel peut réveiller pleinement les gargouilles, leur permettant d'agir en dehors de la nuit. Sans cela, elles resteront impuissantes face à ce qui se prépare. Victor secoua la tête, dépassé par ces révélations. Tout ceci est absurde. Des gargouilles vivantes, des entités maléfiques. Nous devrions nous concentrer sur des pistes concrètes pour retrouver les disparus. Vos méthodes policières ne vous mèneront nulle part, inspecteur, répliqua doucement Henri. Pas cette fois. Il se tourna vers Élise. Quant à vous, vous avez déjà commencé à ressentir le lien, n'est-ce pas? Les visions, les rêves. Bientôt, vous pourrez les voir s'animer complètement. Élise acquiesça lentement. Cette nuit, j'ai rêvé que je volais au-dessus de Paris, mais ce n'était pas mon corps. C'était celui d'une gargouille. La connexion se renforce, confirma Henri. Mais le temps presse. Si mes calculs sont exacts, le rituel final aura lieu dans 3 jours, lors de l'équinoxe d'automne. D'ici là, d'autres artistes disparaîtront. Alors qu'il quittait la boutique d'Henri, la nuit était complètement tombée sur Paris. Les réverbères projetaient des ombres dansantes sur les façades des immeubles, donnant l'impression que la ville elle-même s'animait d'une vie secrète. Qu'en pensez-vous ? Demanda Élise à Victor tandis qu'il remontait vers Montmartre. L'inspecteur resta silencieux un moment, pesant ses mots. Je pense que Monsieur Lafond en sait beaucoup plus qu'il ne veut bien l'admettre. Peut-être trop pour quelqu'un qui prétend n'être qu'un simple érudit. Vous ne croyez pas à son histoire? Je ne sais plus à quoi croire, admit Victor. Mais je sais reconnaître quand on ne me dit pas toute la vérité. Ils s'arrêtèrent au sommet de la butte Montmartre. De là, ils pouvaient contempler Paris illuminé, avec Notre-Dame qui se détachait au loin, ses tours massives veillant sur la ville endormie. Regardez, murmura soudain Élise, pointant vers la cathédrale. Pendant un bref instant, ils crurent voir plusieurs silhouettes ailées s'élancer des tours et planer au-dessus de la ville, avant de disparaître dans l'obscurité. Vous avez vu? Souffla Élise. Victor acquiesça lentement. Je crois que nous devrions parler à nouveau à Margot Dufresne. Mais pas dans la cathédrale cette fois. Le lendemain matin, ils retrouvèrent la gardienne dans un petit café près du Luxembourg. Loin de son environnement habituel, Margot semblait plus fragile, presque ordinaire, mais ses yeux conservaient cette étrange intensité qui la distinguait.
Henri vous a parlé des gardiens de pierre, dit-elle sans préambule. Mais il ne vous a pas tout dit. Elle sortit de son sac un petit carnet usé, aux pages jaunies par le temps. Je suis plus qu'une simple gardienne de Notre-Dame. Je suis la dernière des veilleurs, une lignée chargée de surveiller les gargouilles, et ceux qui cherchent à les exploiter. Elle ouvrit le carnet, révélant une généalogie complexe remontant au XIIIe siècle. Les veilleurs ont toujours existé parallèlement aux gardiens de pierre. Nous sommes leurs témoins, leurs chroniqueurs, et parfois leurs juges. Que savez-vous sur Henri Lafond, demanda Victor, allant droit au but. Margot referma le carnet avec précaution. Henri n'est pas ce qu'il prétend être. Son intérêt pour les gargouilles n'est pas purement académique. Est-il dangereux, s'inquiéta Élise. Tous ceux qui convoitent le pouvoir sont dangereux, répondit énigmatiquement Margot. Mais pour l'instant, ces connaissances vous sont nécessaires. Elle se pencha vers eux, baissant la voix. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les gargouilles ne sont pas simplement des gardiens. Elles sont les clés d'un équilibre ancien entre notre monde et ce qui se cache au-delà. Chacune d'elles protège une portion de la barrière qui nous sépare des ténèbres. Et l'entité dont parlait Henri, demanda Victor. Elle existe, confirma gravement Margot. Mais sa nature est plus complexe qu'il ne l'a laissé entendre. Elle ne cherche pas seulement à se nourrir de créativité. Elle cherche à revenir pleinement dans notre monde. Élise frissonna. Et les artistes disparus? Des sacrifices, murmura Margot. Leur talent créatif alimente le rituel qui affaiblit la barrière. Un silence pesant s'installa à leur table, contrastant avec l'animation joyeuse du café autour d'eux. Il y a autre chose, reprit finalement Margot. Les gargouilles vous ont choisi, Élise, mais ce n'est pas un hasard. Votre don artistique n'est pas ordinaire. Il est lié à une ancienne lignée de créateurs, ceux qui ont façonné les premières gargouilles. Que voulez-vous dire? Demanda Élise, troublée. Votre nom de famille, Mercier. Ce n'était pas celui de votre père biologique, n'est-ce pas? Élise pâlit. Comment le savez-vous? J'ai été adoptée, mais personne ne connaît cette histoire. Votre vrai nom est Élise Deschamps. Votre ancêtre était Philippe Deschamps, le maître sculpteur qui a créé la gargouille du transept nord, celle qui vous appelle aujourd'hui. Victor observait Élise avec stupéfaction, tandis qu'elle assimilait cette révélation bouleversante. Les gargouilles reconnaissent le sang de leur créateur, poursuivit Margot. C'est pourquoi elles peuvent communiquer avec vous si facilement. Et c'est aussi pourquoi vous êtes en danger. L'entité connaît-elle ce lien? Demanda Victor, soudain inquiet pour la sécurité d'Élise. Si ce n'est pas encore le cas, elle le découvrira bientôt, répondit Margot. Vous devez apprendre à maîtriser votre connexion avec les gargouilles avant qu'il ne soit trop tard. Elle sortit de son sac un petit objet enveloppé dans un tissu de velours noir. En le dévoilant, elle révéla un fragment de pierre sculpté, un œil de gargouille, d'un réalisme saisissant. Ceci appartenait à la première gargouille créée par votre ancêtre. Gardez-le avec vous. Il renforcera votre lien et vous protégera, dans une certaine mesure. Élise prit délicatement le fragment. Au contact de sa peau, la pierre sembla s'animer d'une chaleur subtile, presque imperceptible. Cette nuit, vous devrez vous rendre seul sur les hauteurs de Notre-Dame, instruisit Margot. À minuit précis, les gargouilles pourront vous parler directement. Elles vous montreront ce que vous devez savoir. Elle n'ira pas seule, intervint fermement Victor. C'est trop dangereux. Vous ne pourrez pas la suivre là où elle doit aller, inspecteur, répliqua doucement Margot. Mais vous pouvez l'attendre en bas. Les gargouilles vous reconnaissent maintenant comme un allié. Alors qu'ils se séparaient, Margot retint Élise un instant. Une dernière chose. Méfiez-vous de vos rêves. L'entité peut s'y infiltrer, utiliser vos peurs et vos désirs contre vous. Restez ancré dans votre art, c'est votre plus grande force, mais aussi votre plus grande vulnérabilité. Cette nuit-là, tandis qu'Élise se préparait pour son rendez-vous avec les gargouilles, Victor menait sa propre enquête. Dans les archives de la préfecture, il découvrit des rapports datant de 1850 et 1799, décrivant des disparitions similaires d'artistes. Mais ce qui retint véritablement son attention fut une série de photographies jaunies montrant Henri Lafond ou quelqu'un lui ressemblant étrangement aux côtés des enquêteurs de l'époque. Impossible, murmura-t-il, comparant les visages séparés par plus d'un siècle. Un bruit de pas derrière lui le fit se retourner brusquement. Henri Lafond se tenait dans l'encadrement de la porte, un sourire énigmatique aux lèvres. L'impossible n'est souvent qu'une question de perspective, inspecteur Beaumont, dit-il calmement.
Je me demandais combien de temps il vous faudrait pour commencer à poser les bonnes questions. Minuit approchait lorsqu'Élise gravit les dernières marches de l'escalier en colimaçon menant aux galeries supérieures de Notre-Dame. Le vent de septembre sifflait entre les arcs-boutants, apportant avec lui l'odeur de la Seine et les échos lointains de la ville nocturne. Serrant contre elle le fragment de gargouille que Margot lui avait confié, Élise avança prudemment sur la passerelle extérieure. Les gargouilles l'entouraient, leurs silhouettes grotesques se découpant contre le ciel étoilé. Dans l'obscurité, elles semblaient plus vivantes que jamais, leurs grimaces figées évoquant une souffrance millénaire. « Je suis venue, murmura-t-elle, se sentant à la fois ridicule et terrifiée. Je suis Élise Deschamps. » Le silence qui suivit fut si profond qu'elle pouvait entendre les battements de son propre cœur. Puis, progressivement, un son étrange émergea, un frottement de pierre contre pierre, comme si les statues s'étiraient après un long sommeil. Créatrice. La voix n'était pas audible à proprement parler, elle résonnait directement dans son esprit, grave et ancienne comme la cathédrale elle-même. Élise se tourna lentement vers la gargouille du transept nord, celle que Marcel avait dessinée avec obsession. Sous ses yeux incrédules, la créature de pierre tourna légèrement la tête dans sa direction, ses yeux s'illuminant d'une lueur bleutée. « Tu portes le sang de celui qui nous a donné forme, » poursuivit la voix dans son esprit. « Nous t'attendions depuis longtemps. »« Que voulez-vous de moi ?» demanda Élise, la gorge sèche. « Te montrer. » Soudain, une vague d'images submergea son esprit, des visions vertigineuses de Paris à travers les siècles, vues des hauteurs de Notre-Dame. Elle vit la cathédrale en construction, des artisans travaillant la pierre sous la direction d'un homme au visage étrangement familier, Philippe Deschamps, son ancêtre. Elle le vit insuffler la vie aux gargouilles à travers un rituel complexe, leur confiant la mission de protéger la ville. Puis les images s'assombrirent. Une présence malveillante émergeait des profondeurs de Paris, cherchant à corrompre les gargouilles, à pervertir leur mission. Elle vit des artistes à travers les âges, attirés par cette entité, leur talent drainé jusqu'à ce qu'il ne reste d'eux que des coquilles vides. Le dévoreur, expliqua la gargouille. Il se nourrit de l'étincelle créatrice. Chaque cycle, il grandit en puissance. Les visions continuèrent, montrant Marcel et les autres artistes disparus, attirés dans les catacombes par une force irrésistible. Ils étaient toujours vivants, mais affaiblis, leur essence créatrice lentement extraite pour alimenter un rituel ancien. « Où sont-ils » demanda frénétiquement Élise. « Je dois les aider. »« Sous la ville. »« Dans l'antre du dévoreur. »« Mais tu n'es pas encore prête à l'affronter. »« Comment puis-je me préparer ? » Dites-moi ce que je dois faire. La gargouille sembla hésiter, si tant est qu'une créature de pierre puisse exprimer l'hésitation. Le prix est élevé. Pour nous éveiller pleinement, pour nous libérer de notre prison de pierre, tu devras sacrifier une part de toi-même. Quelle part ? Ton don. L'étincelle qui fait de toi une créatrice. Élise recula, choquée. Son art était tout pour elle, sa passion, son identité, sa raison de vivre. Il doit y avoir un autre moyen, protesta-t-elle. Il n'y en a pas. Seul le sang du Créateur peut libérer sa création. Avant qu'Élise ne puisse répondre, un cri retentit en contrebas. Elle reconnut immédiatement la voix de Victor. « Va » ordonna la gargouille. « Ton protecteur est en danger. Nous parlerons à nouveau. » Élise dévala les escaliers, le cœur battant. En émergeant sur le parvis, elle découvrit Victor aux prises avec deux hommes au visage dissimulé sous des capuches. L'un d'eux tenait un couteau dont la lame luisait sous la lumière des réverbères. Sans réfléchir, Élise se précipita vers eux. « Laissez-le tranquille. » Les assaillants se tournèrent vers elle. Dans l'ombre de leurs capuches, leurs yeux brillaient d'une lueur surnaturelle, la même que celle des gargouilles, mais teintée de rouge. La descendante, siffla l'un d'eux d'une voix inhumaine. « Le maître sera satisfait. » Victor profita de cette distraction pour asséner un coup violent à son agresseur, le faisant chanceler. « Élise, courez » cria-t-il en dégainant son revolver. Un grondement sourd retentit au-dessus d'eux. Levant les yeux, ils virent avec stupéfaction plusieurs gargouilles se détacher de la façade de Notre-Dame, leurs ailes déployées, plongeant vers le parvis. Les assaillants poussèrent des cris de rage mêlés de peur et s'enfuirent dans la nuit, poursuivis par les créatures de pierre. « Qu'est-ce que c'était que ça » halta Victor, le visage blême. « Les gargouilles » murmura Élise. « Elles nous protègent. » Ils trouvèrent refuge dans un café encore ouvert près de la Seine. Tandis que Victor soignait une entaille à son bras, Élise lui raconta sa conversation avec la gargouille et les visions qu'elle avait reçues. « Elles veulent que vous sacrifiiez votre talent artistique »
s'étonna Victor. C'est absurde. Pas si absurde, intervint une voix familière. Henri Lafont se tenait devant leur table, impeccable malgré leur tardive. Sans attendre d'invitation, il s'assit face à eux. Les gargouilles sont liées à leur créateur par le sang et par l'esprit, expliqua-t-il. Pour qu'elles puissent agir pleinement dans notre monde, elles ont besoin de l'énergie créatrice qui les a façonnées. Comment savez-vous tout cela? Demanda Victor avec suspicion. Et comment nous avez-vous trouvés? Henri sourit. Je sais beaucoup de choses, inspecteur. Quant à vous trouver, disons que je garde un œil sur mademoiselle Deschamps depuis plus longtemps que vous ne l'imaginez. Il se tourna vers Élise. Les hommes qui vous ont attaqué ce soir sont des serviteurs du dévoreur des artistes dont l'essence a été presque entièrement consumée, ne laissant que des coquilles obéissantes. Comme Marcel et les autres, s'inquiéta Élise. Pas encore. Vos amis sont toujours dans la phase initiale du rituel. Leur créativité est drainée lentement, méthodiquement. Il reste encore une chance de les sauver. Comment? Demandèrent-ils en chœur. Henri hésita, comme s'il pesait le pour et le contre de ce qu'il s'apprêtait à révéler. Il existe un moyen de localiser le repère du dévoreur. Les catacombes sous Montmartre, comme l'indiquait le carnet de Marcel, mais l'entrée est dissimulée par des illusions anciennes. Seul quelqu'un possédant un lien avec les gargouilles peut l'apercevoir. Moi, comprit Élise. Vous, confirma Henri. Mais vous aurez besoin de protection. Les serviteurs du dévoreur vous traqueront sans relâche maintenant qu'ils connaissent votre existence. Les gargouilles peuvent nous protéger, suggéra Élise. Pas constamment, objecta Henri. Leur pouvoir est limité tant qu'elles restent partiellement liées à la pierre. C'est pourquoi le sacrifice dont elle parle est nécessaire. Un silence tendu s'installa entre eux. Victor observait Henri avec une méfiance grandissante. Ces photographies dans les archives, dit-il finalement. Celles de 1850 et 1799. L'homme qui y figure vous ressemble étrangement, monsieur Lafont. Henri ne sembla nullement surpris par cette remarque. La ressemblance est frappante, n'est-ce pas? Un ancêtre, peut-être. Ou peut-être êtes-vous plus impliqué dans cette histoire que vous ne voulez bien l'admettre, insista Victor. Qui êtes-vous réellement? Le sourire d'Henri s'évanouit, remplacé par une expression d'une gravité soudaine. Quelqu'un qui a beaucoup à perdre si le dévoreur réussit son rituel. Cela devrait suffire pour l'instant. Il se leva, déposant sur la table une petite clé en bronze. Venez à ma boutique demain à midi. Je vous montrerai comment accéder aux catacombes. D'ici là, restez ensemble et gardez ceci avec vous. Il désigna le fragment de gargouille qu'Élise portait toujours. Il vous protégera, dans une certaine mesure. Après son départ, Victor et Élise échangèrent un regard lourd de questions. Nous ne pouvons pas lui faire confiance, déclara Victor. Avons-nous le choix? Répondit Élise. Il semble être le seul à comprendre véritablement ce qui se passe. C'est précisément ce qui m'inquiète, murmura Victor. Il en sait trop. Cette nuit-là, Élise fit un rêve troublant. Elle se trouvait dans un atelier médiéval, observant Philippe Deschamps sculpter la première gargouille. À mesure que la créature prenait forme sous ses ciseaux, le visage du sculpteur se transformait, jusqu'à devenir celui d'Henri Lafont. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant, avec la certitude que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler révélant une image bien plus terrifiante qu'elle ne l'avait imaginée. Une pluie fine tombait sur Paris lorsqu'Élise et Victor se présentèrent à la boutique d'Henri Lafont. La porte était entr'ouverte, les invitant à entrer dans la pénombre feutrée de l'établissement. L'atmosphère semblait différente de leur précédente visite, plus lourde, plus oppressante, comme si les objets eux-mêmes retenaient leur souffle. Monsieur Lafont, appela Victor, sa main effleurant instinctivement son revolver. Seul le tic-tac d'une horloge ancienne lui répondit. Ils avancèrent prudemment entre les vitrines, leurs pas étouffés par l'épais tapis perçant qui couvrait le sol. Regardez, murmura Élise, désignant le bureau d'Henri. Sur le plateau de bois sombre, un message avait été griffonné à la hâte, descendez. La vérité vous attend. Méfiez-vous des apparences. À côté du message se trouvait une trappe dissimulée sous un tapis, désormais relevé. C'est un piège, affirma Victor. Ou notre seule chance de comprendre, répliqua Élise. Le fragment de gargouille qu'elle portait autour du cou émettait une faible chaleur, comme pour confirmer ses paroles. Après un moment d'hésitation, ils décidèrent de descendre. Un escalier en colimaçon s'enfonçait dans les profondeurs, éclairé par des lampes à huile accrochées au mur suintant.
L'air devenait plus froid et plus humide à mesure qu'il progressait. L'escalier débouchait sur un tunnel qui semblait faire partie des anciennes catacombes de Paris. Des crânes et des ossements étaient enchâssés dans les parois, formant des motifs macabres. Mais contrairement aux catacombes touristiques, ces galeries portaient d'étranges symboles gravés dans la pierre, les mêmes que ceux qu'Élise avait vus dans ses visions. Les marques des gardiens de pierre, murmura-t-elle en effleurant l'un des symboles. Le tunnel s'élargit soudain, débouchant sur une vaste chambre circulaire. Des fresques anciennes couvraient les murs, représentant l'histoire de Paris depuis sa fondation. Au centre se dressait une table de pierre, semblable à un autel, sur laquelle reposait un coffret en bois sculpté. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» souffla Victor, impressionné malgré lui par la solennité du lieu. « Une chambre rituelle » répondit une voix derrière eux. Ils se retournèrent vivement. Margot Dufresne se tenait à l'entrée de la chambre, tenant une lanterne qui projetait des ombres dansantes sur son visage émacié. « Margot ? Que faites-vous ici ?» s'étonna Élise. « Je vous attendais » répondit simplement la gardienne. « Henri savait que vous viendriez. »« Où est-il » demanda Victor, de plus en plus méfiant. « Il a dû partir précipitamment. » Les serviteurs du dévoreur se rapprochent. Margot s'avança vers l'autel et ouvrit délicatement le coffret. À l'intérieur reposait un objet enveloppé dans un tissu de velours rouge. « Voici ce que vous êtes venu chercher, » dit-elle en dévoilant une petite sculpture représentant une gargouille en plein vol. Le cœur de pierre. Élise s'approcha, fascinée. La sculpture semblait vibrer d'une énergie contenue, comme si elle était sur le point de s'animer. « C'est la première gargouille jamais créée, » expliqua Margot. Une maquette façonnée par Philippe Deschamps avant de sculpter les véritables gardiens de Notre-Dame. Elle contient l'essence même du lien entre le créateur et ses créations. « Et en quoi cela nous aide-t-il à trouver Marcel et les autres ?» demanda Victor avec impatience. « Cette sculpture peut vous guider jusqu'au repère du dévoreur, » répondit Margot. « Mais seule Élise peut l'activer, grâce à son lien de sang avec Philippe Deschamps. » Élise tendit la main vers la sculpture, hésitante. « Que dois-je faire ?»« Une goutte de ton sang suffira, » dit Margot. « Mais je dois te prévenir, une fois le lien établi, le dévoreur sentira ta présence. Tu deviendras sa cible principale. » Victor s'interposa. « C'est trop dangereux. Il doit y avoir un autre moyen. »« Il n'y en a pas, » affirma catégoriquement Margot. « Le temps presse. Le rituel final aura lieu ce soir, à minuit. Si nous n'intervenons pas avant, vos amis seront perdus à jamais. » Après un moment de réflexion, Élise prit sa décision. « Je le ferai. » Elle sortit un petit canif de sa poche et s'entailla légèrement le doigt. Une goutte de sang perla, qu'elle laissa tomber sur la sculpture. L'effet fut immédiat et spectaculaire. La gargouille miniature s'illumina d'une lueur bleutée, ses yeux s'animant comme ceux de ses homologues de Notre-Dame. Elle s'éleva légèrement au-dessus de l'autel, flottant à quelques centimètres de la pierre. Simultanément, Élise fut assaillie par une nouvelle vague de visions plus précises, plus violentes que les précédentes. Elle vit une vaste caverne sous Montmartre, où Marcel et les autres artistes étaient maintenus dans une sorte de transe, leur corps suspendu au-dessus d'un bassin d'eau noire. Une silhouette encapuchonnée se déplaçait parmi eux, absorbant leur essence créatrice qui se manifestait sous forme de filaments lumineux. « Je les vois » s'écria-t-elle. « Ils sont vivants, mais affaiblis. Dans une caverne avec un lac souterrain. Les anciennes carrières de gypse, » murmura Margot. Transformées en temple par le dévoreur. La vision s'intensifia. Élise vit maintenant le visage de l'entité qui se cachait sous la capuche, un visage qui se transformait constamment, empruntant les traits de ses victimes au fil des siècles. Mais sous ces masques changeants, elle entrevit une vérité terrifiante. Elle revint brutalement à la réalité, chancelante. Victor la soutint, inquiet. « Qu'avez-vous vu ?» demanda-t-il. Élise ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompue par un bruit de pas précipité dans le tunnel. Henri Lafont apparut, le visage tendu par l'urgence. « Ils arrivent » annonça-t-il. « Nous devons partir immédiatement. »« Qui arrive ?» demanda Victor. « Les serviteurs du dévoreur. Ils ont senti l'activation du cœur de pierre. » Henri se figea en apercevant Margot. « Que fait-elle ici ?»« Elle nous attendait » répondit Élise, surprise par la tension soudaine. « Elle nous a aidés à activer la sculpture. » Un éclair de compréhension passa sur le visage d'Henri. « Non » murmura-t-il. « Margot, qu'avez-vous fait ?» La gardienne sourit, mais ce n'était plus le sourire bienveillant qu'il connaissait.
Quelque chose avait changé dans son regard, une lueur rougeâtre remplaçait désormais le bleu délavé de ses iris. « Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, répondit-elle d'une voix qui n'était plus tout à fait la sienne. Les accueillir dans notre monde. D'un geste vif, elle s'empara du cœur de pierre et recula vers l'entrée du tunnel. Margot est sous l'influence du dévoreur, expliqua rapidement Henri. Elle l'a probablement toujours été. Influence, ricana Margot. Disons plutôt, symbiose. Il me donne ce que je désire, et je lui offre ce qu'il convoite. L'immortalité, comprit soudain Élise. C'est ce que vous cherchez. L'immortalité n'est qu'un début, répliqua Margot. Le dévoreur offre bien plus la puissance créatrice de centaines d'artistes, concentrés en un seul être. Des bruits de pas résonnèrent dans le tunnel derrière elle. Des silhouettes encapuchonnées apparurent, les mêmes hommes qui les avaient attaqués devant Notre-Dame. Prenez-les, ordonna Margot. Mais ne tuez pas la fille. Le maître la veut intacte. Henri réagit avec une rapidité surprenante. D'un geste fluide, il sortit un petit objet de sa poche, une réplique miniature de la gargouille du transept nord, et le projeta au sol. La figurine explosa en un nuage de poussière grise qui se solidifia instantanément, formant un mur de pierre qui bloqua temporairement l'entrée du tunnel. « Par ici » cria-t-il, désignant une ouverture dissimulée derrière l'une des fresques. « Ce passage mène aux égouts. Nous pourrons rejoindre Montmartre par là. » Ils s'engouffrèrent dans l'étroit corridor, tandis que des coups violents résonnaient contre la barrière de pierre. Celle-ci commençait déjà à se fissurer sous l'assaut des serviteurs du dévoreur. « Comment avez-vous fait ça » halta Élise alors qu'il courait dans le passage humide. « Un petit tour que j'ai appris il y a longtemps » répondit évasivement Henri. L'art de donner vie à la pierre n'est pas limité aux gargouilles. Victor, qui courait devant eux, s'arrêta brusquement. « Attendez. Comment pouvons-nous être sûrs que nous pouvons vous faire confiance ? Margot prétendait être notre allié, et regardez ce qui s'est passé. » Henri soutint son regard. « Vous ne pouvez pas en être sûr. Mais en ce moment, je suis votre seule chance de survie. » Un craquement sonore retentit derrière eux, la barrière venait de céder. « Nous n'avons pas le temps pour ça, pressa Élise. Courez. » Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le labyrinthe souterrain, guidés par Henri qui semblait connaître chaque recoin de ce dédale obscur. L'air devenait plus humide, chargé d'une odeur de moisissure et d'eau stagnante. Le bruit de leurs poursuivants s'estompait progressivement. Après ce qui sembla être une éternité, ils émergèrent par une bouche d'égout dans une ruelle déserte de Montmartre. Le jour déclinait déjà, teintant le ciel de nuances pourpres. « Nous avons perdu le cœur de pierre, dit Élise, reprenant son souffle. Comment allons-nous retrouver Marcel maintenant ? Le lien a été établi, répondit Henri. Votre sang a touché la sculpture. Vous pouvez toujours la sentir, n'est-ce pas ? Élise ferma les yeux, se concentrant sur la sensation étrange qui l'habitait depuis le rituel. Effectivement, elle percevait une sorte de tiraillement, comme si un fil invisible la reliait à quelque chose sous leurs pieds. Oui, confirma-t-elle. Je sens sa présence, vers le nord. La butte, murmura Henri. Comme je le pensais. Le dévoreur a établi son repère sous le Sacré-Cœur. Quelle ironie, commenta amèrement Victor. Un temple de dévotion au-dessus d'un temple de corruption. Ils trouvèrent refuge dans un petit hôtel discret, où Henri loua une chambre pour qu'il puisse se reposer et élaborer un plan. La pièce était modeste mais propre, avec une fenêtre donnant sur les toits de Montmartre. Margot nous a trahis, dit Élise, encore sous le choc. Pourquoi ? Je croyais qu'elle était une veilleuse, chargée de protéger le secret des gargouilles. Elle l'était, confirma Henri. Mais les veilleurs sont des humains, avec leurs faiblesses et leurs désirs. Le dévoreur excelle à exploiter ses faiblesses. Qui est réellement ce dévoreur ? Demanda Victor. Et qui êtes-vous, Henri Lafont ? Ces photographies dans les archives. Henri soupira profondément, comme s'il portait le poids des siècles sur ses épaules. Je suppose que le moment est venu de vous dire la vérité. Vous l'avez mérité. Il s'assit sur le bord du lit, son regard perdu dans des souvenirs lointains. Mon vrai nom est Henri Deschamps. Je suis le frère cadet de Philippe Deschamps, votre ancêtre, Élise. Un silence stupéfait accueillit cette révélation. C'est impossible, balbutia finalement Victor. Cela ferait de vous ? Un homme de plus de 700 ans, oui, compléta Henri avec un sourire triste. J'étais également sculpteur, mais pas aussi talentueux que mon frère. Tandis qu'il créait les gargouilles de Notre-Dame, je l'assistais, jaloux de son génie.
Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, contemplant la basilique du Sacré-Cœur qui se dressait, majestueuse, sur la colline. Un jour, alors que je travaillais seul dans les carrières sous la ville, j'ai découvert quelque chose, une entité ancienne, emprisonnée dans la pierre depuis l'époque romaine. Elle m'a parlé, m'a promis le talent que je convoitais tant, en échange de ma loyauté. Le dévoreur, murmura Élise. Henri acquiesça. J'ai accepté son offre, ignorant le prix véritable. Il m'a accordé une longévité extraordinaire et un certain talent, mais en contrepartie, je devais l'aider à se nourrir de l'essence créatrice d'autres artistes. Son visage se durcit à ce souvenir. J'ai participé à son premier cycle de prédation, en 1299. J'ai attiré des artistes dans son antre, les ai regardés se faire vider de leur essence. Et parmi eux, se trouvait mon propre frère. Élise porta une main à sa bouche, horrifiée. C'est à ce moment que j'ai compris l'horreur de ce que j'avais fait, poursuivit Henri. Mais il était trop tard. Le dévoreur avait absorbé suffisamment d'énergie pour créer un lien permanent avec notre monde, et j'étais lié à lui par un pacte que je ne pouvais rompre. Alors tous ces siècles. Commença Victor. J'ai cherché un moyen de réparer ma faute, confirma Henri. J'ai étudié les arts occultes, les sciences anciennes, tout ce qui pourrait m'aider à détruire le dévoreur. À chaque cycle, tous les 50 ans, j'ai tenté de contrecarrer ses plans, avec un succès limité. Je ne pouvais jamais l'arrêter complètement, seulement réduire le nombre de ses victimes. Il se tourna vers Élise, son regard empreint d'une émotion profonde. Puis j'ai découvert votre existence. La dernière descendante de Philippe, portant en vous la même étincelle créatrice. J'ai compris que vous étiez peut-être la clé, celle qui pourrait réveiller pleinement les gargouilles, les libérer de leur prison de pierre pour qu'elles puissent accomplir leur mission originelle. Détruire le dévoreur, compléta Élise. Exactement. Mais le prix reste le même, votre don artistique. Les gargouilles ne vous ont pas menti sur ce point. Victor, qui était resté silencieux, absorba ces révélations avec un mélange de scepticisme et de fascination. Admettons que tout cela soit vrai. Comment procédons-nous maintenant? Margot a le cœur de pierre, et le rituel final aura lieu ce soir. Henri consulta sa montre. Nous avons encore quelques heures. Le rituel ne peut commencer qu'à minuit précis, lorsque la lune sera directement au-dessus du Sacré-Cœur. Je peux nous guider jusqu'au repère du dévoreur, affirma Élise. Mais comment combattre une entité aussi puissante? Avec ceci, répondit Henri en sortant de sa veste un petit écrin en cuir usé. À l'intérieur se trouvait un ciseau à pierre ancien, sa lame patinée par les siècles. L'outil avec lequel Philippe a sculpté la première gargouille. Il contient une partie de son pouvoir créateur original. Il tendit l'outil à Élise. Combiné à votre lien de sang et aux fragments de gargouille que vous portez, il pourrait suffire à éveiller complètement les gardiens de pierre. Et mon don artistique, demanda doucement Élise. Je devrais vraiment y renoncer? Le regard d'Henri s'adoucit. C'est le prix que les gargouilles demandent. Mais peut-être existe-t-il une alternative. Philippe avait théorisé qu'un sacrifice partiel pourrait suffire, non pas l'abandon total de votre don, mais sa transformation. Que voulez-vous dire? Au lieu de créer sur toile ou papier, votre talent pourrait être redirigé exclusivement vers l'animation de la pierre. Vous ne seriez plus pâtre, mais éveilleuse, celle qui donne vie aux créations immobiles. Élise médita ces paroles, pesant ce que signifierait un tel changement dans sa vie. Son art avait toujours été son refuge, sa manière d'interpréter le monde. Pourrait-elle accepter de le voir transformé si radicalement? Le soleil disparaissait derrière les toits de Paris lorsqu'ils quittèrent l'hôtel, armés de leur détermination et des connaissances d'Henri. Ils se dirigèrent vers une entrée des catacombes dissimulée dans une cave abandonnée de Montmartre. Une fois en bas, suivez votre instinct, conseilla Henri à Élise. Le lien avec le cœur de pierre vous guidera. Ils descendirent dans les profondeurs de Paris, s'enfonçant dans un monde où le temps semblait suspendu. Les galeries étaient anciennes, bien plus que les catacombes touristiques. Certains passages dataient de l'époque romaine, leurs murs ornés de symboles païens à demi effacés. Élise menait la marche, guidée par cette étrange sensation de tiraillement. Plus ils avançaient, plus elle sentait la présence du cœur de pierre et avec lui, celle de Marcel et des autres artistes captifs. Nous approchons, murmura-t-elle après près d'une heure de progression. Le tunnel déboucha soudain sur une vaste caverne naturelle, au centre de laquelle s'étendait un lac souterrain aux eaux d'un noir d'encre. Des stalactites descendaient du plafond comme des crocs menaçants, et l'air était chargé d'une énergie palpable qui faisait dresser les cheveux sur leur nuque. Ils se dissimulèrent derrière un affleurement rocheux pour observer la scène.
Sur la rive opposée du lac se dressait une structure qui ressemblait à un temple miniature, taillé directement dans la paroi calcaire. Devant ce temple, Margot orchestrait les préparatifs du rituel, dirigeant une dizaine de serviteurs encapuchonnés. Et suspendu au-dessus du lac, dans une sorte de toile d'énergie rougeâtre, se trouvaient Marcel et 4 autres artistes immobiles, les yeux ouverts mais vides, comme des pantins désarticulés. « Ils sont vivants » chuchota Élise, mais à peine. « Je peux sentir leur essence qui s'écoule lentement vers. » Elle s'interrompit, fixant avec horreur le centre du lac. L'eau noire commençait à bouillonner, formant un tourbillon hypnotique. Une forme émergeait lentement des profondeurs, une silhouette humanoïde composée d'une substance qui n'était ni liquide ni gazeuse, mais quelque chose entre les deux. Le dévoreur, souffla Henri. Il prend forme physique pour le rituel final. La créature se dressait maintenant au centre du lac, sa silhouette fluctuante empruntant tour à tour les traits des innombrables artistes qu'elle avait consumés au fil des siècles. Ses yeux, seuls éléments constants dans ce visage changeant, brillaient d'une lueur rougeâtre identique à celle qui animait désormais le regard de Margot. « Apportez-moi le cœur » ordonna le dévoreur d'une voix qui semblait composée de dizaines d'autres, entremêlées en une cacophonie mélodieuse. Margot s'avança, tenant révérencieusement le cœur de pierre. « Maître, il a été activé par le sang de la descendante, comme vous l'aviez prédit. »« Parfait » ronronna l'entité. « Où est-elle ? » ?»« Elle nous a échappé temporairement » admit Margot, une note de crainte dans la voix. « Mais elle viendra à nous. Le lien l'Y obligera. » Comme pour confirmer ses paroles, Élise sentit une douleur aiguë traverser sa poitrine. Le fragment de gargouille autour de son cou s'était mis à pulser, en résonance avec le cœur de pierre. « Il m'appelle » murmura-t-elle, luttant contre l'attraction irrésistible. Henri posa une main ferme sur son épaule. « Résistez. Utiliser le ciseau, son pouvoir peut contrebalancer l'appel. » Élise serra l'outil ancien dans sa main, puisant dans sa détermination. La douleur reflua légèrement. « Nous devons agir maintenant » décida Victor. « Avant que le rituel ne commence véritablement. » Henri acquiesça. « Voici le plan. Je vais créer une diversion pour attirer l'attention des serviteurs. Victor, vous devrez neutraliser Margot et récupérer le cœur de pierre. Élise, pendant ce temps, vous vous approcherez aussi près que possible du lac. »« Et ensuite » demanda-t-elle. « Vous saurez quoi faire » répondit énigmatiquement Henri. « Les gargouilles vous guideront. » Avant qu'il ne puisse protester, Henri sortit de sa poche plusieurs figurines miniatures semblables à celles qu'il avait utilisées plus tôt. « Bonne chance » murmura-t-il avant de s'élancer vers l'autre côté de la caverne. Arrivé à un point stratégique, il lança les figurines qui explosèrent en nuages de poussière, se solidifiant instantanément en gargouilles de taille humaine. Ces créations, bien qu'immobiles, détournèrent l'attention des serviteurs qui se précipitèrent dans cette direction. « Maintenant » souffla Victor. Ils s'élancèrent vers le temple, profitant de la confusion. Victor se dirigea vers Margot qui, surprise par cette attaque soudaine, n'eut pas le temps de réagir. D'un mouvement précis, il la désarma et s'empara du cœur de pierre. Pendant ce temps, Élise courait vers le bord du lac, le ciseau à pierre serré dans sa main. Le dévoreur tourna vers elle son visage changeant, ses yeux rougeoyants s'écarquillant de surprise, puis de convoitise. « La descendante » siffla-t-il. Enfin. Il tendit vers elle une main vaporeuse, et Élise sentit une force invisible tenter de s'emparer de son esprit. Des images séduisantes défilèrent devant ses yeux, elle se voyait créant des œuvres magnifiques, acclamée comme la plus grande artiste de tous les temps, son talent décuplé par le pouvoir du dévoreur. « Je peux t'offrir bien plus que ce sacrifice stérile » murmura l'entité dans son esprit. « Pourquoi renoncer à ton don quand je peux le magnifier ?» Élise chancela sous l'assaut mental, le ciseau tremblant dans sa main. Pendant un instant terrible, elle fut tentée d'accepter cette offre de s'abandonner à la promesse d'un talent illimité. C'est alors qu'elle les entendit, les voix des gargouilles, lointaines mais claires, résonnant dans son esprit comme un cœur de pierre. « Souviens-toi de ton héritage. Souviens-toi de Philippe. La création véritable donne la vie, elle ne la prend pas. » Ces paroles brisèrent l'emprise du dévoreur. D'un geste décidé, Élise plongea la pointe du ciseau dans la paume de sa main gauche, laissant son sang couler sur la lame ancienne. « Je suis Élise Deschamps » proclama-t-elle d'une voix forte qui résonna dans toute la caverne. « Héritière de Philippe, éveilleuse des gardiens de pierre. Et je vous renie. » Elle leva le ciseau ensanglanté vers le plafond de la caverne. Un rayon de lumière bleutée jaillit de l'outil, traversant la roche comme si elle n'existait pas, se dirigeant vers la surface vers Notre-Dame. À ce moment précis,
Victor parvint à ses côtés, tenant le cœur de pierre. Maintenant, cria-t-il en lui tendant la sculpture. Élise saisit le cœur et le pressa contre sa blessure, mêlant son sang à l'artefact ancien. Une onde de choc se propagea dans toute la caverne, faisant trembler les parois. Le dévoreur hurla de rage et de peur, sa forme vacillant comme une flamme dans le vent. Non. Vous ne pouvez pas les réveiller. Pas complètement. Mais il était trop tard. À la surface, sur les hauteurs de Notre-Dame, les gargouilles s'animaient pleinement pour la première fois en 7 siècles. Leur corps de pierre craquait et se transformait, devenant plus fluides, plus vivants, tout en conservant leur puissance minérale. Et elles n'étaient pas seules. Partout dans Paris, d'autres gardiens de pierre s'éveillaient sur les églises, les ponts, les fontaines répondant à l'appel d'Élise, liés par le sang du Créateur qui coulait dans ses veines. Dans la caverne, le sol commença à se fissurer, des morceaux de plafond s'effondrant dans le lac noir. Le dévoreur se contorsionnait de douleur, son corps éthéré déchiré par une force invisible. « Sortez d'ici !» cria Henri, qui luttait contre Margot et 2 serviteurs. « La caverne va s'effondrer. » Victor saisit Élise par le bras, l'entraînant vers la sortie. « Et Marcel ? Les autres ?» Comme en réponse à sa question, les liens énergétiques retenant les artistes captifs se dissipèrent soudain. Ils tombèrent dans le lac, mais au lieu de couler, ils furent portés vers la rive par un courant inexplicable. « Aidez-moi !» cria Victor à Henri, se précipitant pour tirer Marcel de l'eau. Ensemble, ils parvinrent à extraire les 5 artistes inconscients mais vivants. Le temple s'effondrait maintenant, des pans entiers disparaissant dans le lac bouillonnant où le dévoreur se débattait, sa forme de plus en plus instable. Henri appela Élise, voyant l'antiquaire toujours aux prises avec Margot. « Partez » ordonna-t-il. « Je dois terminer ce que j'ai commencé il y a 700 ans. » Avec une force surprenante pour son âge apparent, il saisit Margot et l'entraîna vers le centre du lac, droit vers le dévoreur qui se désintégrait. « Non » hurla la gardienne corrompue, tentant vainement de se libérer. « Un dernier sacrifice » déclara Henri, un sourire triste aux lèvres alors qu'il plongeait avec Margot dans le tourbillon noir. La caverne s'effondrait maintenant complètement. Victor et Élise, portant et traînant les artistes inconscients, se précipitèrent vers le tunnel. Ils émergèrent des catacombes juste à temps pour voir le sol de la cave s'affaisser derrière eux dans un grondement assourdissant. Dehors, le ciel nocturne était animé d'un spectacle extraordinaire. Des dizaines de gargouilles volaient au-dessus de Paris, leurs silhouettes massives se découpant contre la lune. Elles convergeaient vers Notre-Dame, comme pour saluer celle qui les avait libérées. Élise, épuisée mais émerveillée, sentit une transformation s'opérer en elle. Son talent artistique ne disparaissait pas, il évoluait, se métamorphosait en quelque chose de nouveau et d'ancien à la fois. Elle n'était plus simplement une peintre, elle était devenue l'éveilleuse, le pont vivant entre le monde des hommes et celui des gardiens de pierre. Dans sa main, le cœur de pierre pulsait doucement, en harmonie avec les battements de son propre cœur. L'aube se levait sur un Paris transformé. Les premières lueurs du jour caressaient les façades des immeubles haussmanniens, révélant des traces de l'incroyable bataille nocturne, tuiles brisées, gouttières tordues, et çà et là, des empreintes massives sur les toits, comme si des créatures gigantesques s'y étaient posées. À l'hôpital Saint-Louis, Élise veillait au chevet de Marcel. Le sculpteur était pâle et amaigri, mais les médecins avaient confirmé qu'il se remettrait, tout comme les autres artistes sauvés des catacombes. Leur essence créatrice avait été partiellement drainée, mais non pas irrémédiablement détruite. Victor entra dans la chambre, portant 2 tasses de café. Les cernes sous ses yeux témoignaient d'une nuit blanche passée à coordonner les soins des rescapés tout en élaborant une explication plausible pour les autorités. « Comment va-t-il » demanda-t-il en tendant une tasse à Élise. « Il a ouvert les yeux brièvement » répondit-elle. « Il m'a reconnu, mais s'est rendormi presque aussitôt. » Victor s'assit à côté d'elle, observant le cœur de pierre qu'elle tenait toujours. La petite sculpture semblait désormais ordinaire, sa lueur bleutée éteinte. « Que s'est-il passé exactement hier soir » demanda-t-il à voix basse. « J'ai vu les gargouilles voler, j'ai vu cette chose dans le lac. Mais je ne comprends toujours pas. » Élise contempla le cœur, caressant distraitement sa surface. Le dévoreur a été vaincu, du moins temporairement. Henri s'est sacrifié pour achever ce qu'il avait commencé il y a des siècles. Croyez-vous vraiment qu'il était aussi vieux qu'il le prétendait ? Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres d'Élise. J'ai vu des gargouilles de pierre prendre vie et voler au-dessus de Paris. Je suis prête à croire beaucoup de choses désormais. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. De là,
elle pouvait apercevoir les tours de Notre-Dame qui se dressaient, majestueuses, dans la lumière matinale. Les gargouilles sont retournées à leur poste, observa-t-elle. Mais elles ne sont plus tout à fait les mêmes. Ni moi d'ailleurs. Victor la rejoignit, remarquant pour la première fois un changement subtil dans son apparence. Ses yeux verts semblaient contenir désormais des éclats minéraux, comme si des fragments de pierres précieuses y avaient été incrustés. « Qu'est-ce que cela signifie pour vous » demanda-t-il doucement. Cette transformation dont parlait Henri. Élise tendit sa main gauche. La blessure qu'elle s'était infligée avec le ciseau à pierre s'était refermée, laissant une cicatrice argentée qui formait un motif semblable au symbole des gardiens de pierre. « Mon art a changé, expliqua-t-elle. Je le sens. Je peux toujours peindre et dessiner, mais c'est différent maintenant. Quand je crée, je ne représente plus simplement la réalité, je lui insuffle une étincelle de vie. » Pour illustrer ses propos, elle sortit de sa poche un petit carnet et un crayon. En quelques traits rapides, elle esquissa une minuscule gargouille. Sous le regard stupéfait de Victor, le dessin sembla frémir sur la page, comme animé d'une respiration discrète. « C'est extraordinaire, murmura-t-il. Et effrayant, admit Élise. Je ne sais pas encore quelles sont les limites de ce don, ni ses conséquences. Un gémissement provenant du lit interrompit leur conversation. Marcel s'agitait, ses paupières papillonnant. Élise se précipita à son chevet, saisissant sa main. « Marcel ? Tu m'entends » Le sculpteur ouvrit les yeux, son regard fiévreux se fixant sur Élise. « Les gargouilles, murmura-t-il d'une voix rauque. Elles volaient. Je les ai vues. Tu es en sécurité maintenant, le rassura Élise. Tout est terminé. Marcel secoua faiblement la tête. Non, pas terminé. Il est toujours là, en dessous. Affaibli, mais pas détruit. Je l'ai senti quand j'étais, là-bas. Victor et Élise échangèrent un regard inquiet. Le dévoreur, demanda Victor. Vous pensez qu'il a survécu ? Pas complètement, répondit Marcel, luttant pour rester éveillé. Mais son essence, dispersée dans les profondeurs. Il reviendra, un jour. Ses yeux se fermèrent à nouveau, épuisés par cet effort. Il délire, suggéra Victor. Après ce qu'il a vécu ? Peut-être, concéda Élise. Ou peut-être a-t-il raison. Henri avait dit que le dévoreur ne pouvait être complètement détruit, seulement contenu. Elle serra le cœur de pierre dans sa main. Si c'est le cas, les gardiens seront prêts. Et moi aussi. Ils quittèrent l'hôpital en fin de matinée, après que les médecins eurent confirmé que Marcel était hors de danger. Dans les rues, la vie parisienne avait repris son cours normal, les passants vaquaient à leurs occupations, ignorant tout du drame qui s'était joué sous leurs pieds la nuit précédente. Pourtant, Élise percevait des changements subtils. Les pigeons semblaient éviter certaines statues. Des enfants pointaient du doigt les gargouilles de Notre-Dame, comme s'ils pouvaient sentir leur nature transformée. Et parfois, du coin de l'œil, elle croyait apercevoir un léger mouvement parmi les sculptures ornant les façades. « Que faisons-nous maintenant » demanda Victor alors qu'ils traversaient le pont Saint-Michel. « Nous devons retourner à Notre-Dame, répondit Élise. Les gargouilles m'appellent. Elles ont des choses à me montrer, à nous montrer. La cathédrale était particulièrement fréquentée ce jour-là, des touristes et des fidèles se pressant sous ses voûtes gothiques. Personne ne semblait remarquer les changements subtils dans les sculptures intérieures, la manière dont les anges de pierre semblaient suivre certains visiteurs du regard, ou comment les démons sculptés dans les chapiteaux paraissaient plus expressifs qu'auparavant. Élise et Victor se dirigèrent vers une petite porte dissimulée que Margot leur avait montrée lors de leur première visite. À leur grande surprise, elle n'était pas verrouillée. « Quelqu'un nous attend » murmura Élise. Ils gravirent l'escalier en colimaçon jusqu'aux galeries supérieures. En émergeant à l'air libre, ils découvrirent une silhouette familière qui contemplait Paris depuis la balustrade Henri Lafont. « Impossible » souffla Victor. « Nous vous avons vu. » Henri se tourna vers eux, un sourire énigmatique aux lèvres. Mais quelque chose avait changé dans son apparence. Sa peau avait désormais la texture du granit poli, et ses yeux brillaient de la même lueur bleutée que les gargouilles éveillées. « La mort et moi sommes de vieilles connaissances, dit-il simplement. Disons que nous avons trouvé un arrangement. Vous n'êtes plus humain, constata Élise, fascinée. Je ne l'étais déjà plus vraiment depuis longtemps, répondit Henri. Mais maintenant, je suis devenu autre chose. Ni homme, ni gargouille, quelque chose entre les deux. Il s'approcha d'eux, ses mouvements étrangement fluides malgré son apparence minérale.
Le dévoreur n'est pas détruit, seulement dispersé. Son essence s'est réfugiée dans les profondeurs, où elle se reconstituera lentement. Combien de temps, demanda Victor. 50 ans, peut-être moins. Le cycle continue, mais différemment. Cette fois, nous serons prêts. Nous, répéta Élise. Henri désigna les gargouilles qui les entouraient. Les gardiens et leurs alliés. Vous avez réussi là où j'ai échoué pendant des siècles, Élise. Vous les avez pleinement éveillés. Maintenant, ils peuvent agir comme ils ont été conçus pour le faire protéger Paris contre les forces des ténèbres. Il tendit la main vers le cœur de pierre qu'Élise portait toujours. Cet artefact doit retourner à sa place légitime au cœur de Notre-Dame, dans une chambre secrète que seuls les éveilleurs peuvent ouvrir. Élise hésita, serrant instinctivement le cœur de pierre contre elle. Comment puis-je être sûr que je peux vous faire confiance? Après tout ce qui s'est passé. Le visage granitique d'Henri s'adoucit étrangement. Vous ne pouvez pas en être certaine. La confiance est un acte de foi, Élise. Mais regardez autour de vous. Il désigna les gargouilles qui les entouraient. Sous le regard attentif d'Élise, les créatures de pierre inclinèrent légèrement la tête dans sa direction, en un geste de respect et d'allégeance. Elles vous reconnaissent comme leur réveilleuse, poursuivit Henri. Si j'avais des intentions malveillantes, elles le sauraient. Elles ne me toléreraient pas en votre présence. Victor, qui était resté silencieux, observait cette étrange communion avec un mélange de méfiance et d'émerveillement. Admettons que nous vous croyions. Que attendez-vous exactement d'Élise maintenant? Qu'elle assume son héritage, répondit simplement Henri. Le rôle d'éveilleur ne se limite pas à un moment unique. C'est une responsabilité continue, un lien permanent avec les gardiens de pierre. Il tendit à nouveau la main. Venez. Il y a quelque chose que vous devez voir tous les deux. Henri les conduisit à travers un passage étroit dissimulé derrière un contrefort, menant à une partie de la cathédrale que même Margot ne leur avait pas montrée. Ils descendirent un escalier qui semblait s'enfoncer au cœur même de l'édifice, bien en dessous du niveau de la crypte accessible au public. L'air devenait plus frais et plus ancien à mesure qu'ils progressaient, chargé d'une odeur de pierre humide et d'encens oublié. Finalement, l'escalier déboucha sur une petite chapelle circulaire dont les murs étaient couverts de fresques représentant l'histoire des gardiens de pierre. Au centre de la pièce se dressait un autel de pierre brute, et derrière lui, une statue grandeur nature d'un homme tenant un ciseau et un maillet Philippe Deschamps, le maître sculpteur. La chapelle des éveilleurs, annonça Henri. Construite en secret pendant l'édification de Notre-Dame, connue seulement de ceux qui portent le sang des créateurs. Élise s'approcha lentement de la statue de son ancêtre. Le visage sculpté dégageait une impression de force tranquille et de détermination, des traits qu'elle reconnaissait dans son propre reflet. Il vous ressemble, remarqua doucement Victor. C'est plutôt moi qui lui ressemble, corrigea Élise avec un sourire mélancolique. Elle remarqua alors une cavité dans la poitrine de la statue, de la taille exacte du cœur de pierre. Sans qu'Henri ait besoin de le lui dire, elle comprit ce qu'elle devait faire. Une fois que vous aurez placé le cœur, le lien sera scellé, expliqua néanmoins Henri. Vous deviendrez officiellement l'éveilleuse de cette génération, avec toutes les responsabilités que cela implique. Quelle responsabilité exactement? Demanda Victor, toujours pragmatique. Maintenir l'équilibre, répondit Henri. Les gargouilles ont besoin d'être guidées. Leur nature est double protectrice mais aussi potentiellement destructrice. Sans un éveilleur pour les ancrer, elles pourraient devenir aussi dangereuses que les forces qu'elles combattent. Il se tourna vers Élise. Vous devrez apprendre à maîtriser votre nouveau don, à communiquer avec les gardiens, à reconnaître les signes avant-coureurs du retour du dévoreur. Et surtout, vous devrez préparer la prochaine génération, car ce combat est éternel. Élise contempla le cœur de pierre dans sa main, pesant le poids de cette décision. Son existence ne serait plus jamais la même, sa carrière artistique, ses rêves, tout serait transformé par ce nouveau rôle. Et si je refuse, demanda-t-elle doucement. Alors les gargouilles retourneront progressivement à leur sommeil de pierre, répondit Henri sans jugement. Le dévoreur reviendra plus tôt, plus fort, et trouvera Paris sans défense. Le cycle recommencera, comme il l'a fait pendant des siècles. Un silence pesant s'installa dans la chapelle. Victor s'approcha d'Élise et posa une main rassurante sur son épaule. Quelle que soit votre décision, je serai à vos côtés, promit-il. Cette simple affirmation, dénuée de pression ou d'attente, aida Élise à voir plus clairement. Elle repensa à Marcel et aux autres artistes qui avaient failli perdre bien plus que leur talent. Elle songea au siècle de protection silencieuse offert par les gardiens de pierre,
à l'héritage de son ancêtre qui coulait dans ses veines. Je ne peux pas tourner le dos à cette responsabilité, décida-t-elle finalement. Pas après tout ce que nous avons vécu. Elle s'avança vers la statue et, d'un geste solennel, plaça le cœur de pierre dans la cavité prévue à cet effet. L'artefact s'emboîta parfaitement, comme s'il retrouvait sa place originelle. Un frémissement parcourut la chapelle entière. Les fresques murales semblèrent s'animer brièvement, les couleurs devenant plus vives, les figures peintes paraissant respirer pendant un instant fugace. Une lueur bleutée émana du cœur, se propageant dans toute la statue, puis dans le sol de la chapelle, formant un réseau lumineux qui rappelait les veines d'un organisme vivant. Élise sentit une chaleur intense se répandre dans son corps, partant de sa cicatrice en forme de symbole sur sa main gauche. La marque s'illumina, répondant à l'appel du cœur. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, le phénomène cessa. La chapelle retrouva son apparence normale, mais quelque chose avait changé, une présence subtile, comme si les murs eux-mêmes étaient désormais conscients. « C'est fait, murmura Henri. Notre-Dame vous reconnaît comme sa gardienne. » Élise se tourna vers lui, une nouvelle assurance dans son regard. « Que dois-je faire maintenant ? » « Apprendre, répondit-il. « Je vous enseignerai ce que je sais, mais une grande partie de votre rôle, vous devrez le découvrir par vous-même. Chaque éveilleur développe sa propre relation avec les gardiens. » Il s'approcha de la statue et effleura respectueusement le visage de Pierre de Philippe. « Mon frère disait toujours que les gargouilles étaient comme des enfants façonnés par leur créateur mais destinés à trouver leur propre voie. » Victor, qui examinait les fresques avec fascination, s'arrêta devant une scène particulière. « Qu'est-ce que c'est ?» La fresque représentait une bataille épique entre des gargouilles et une créature ténébreuse aux multiples visages, le dévoreur, manifestement. Mais ce qui avait attiré l'attention de Victor, c'était une figure humaine au centre de la composition, tenant ce qui ressemblait à un ciseau à pierre enflammé. La prophétie de l'ultime confrontation, expliqua Henri, son expression s'assombrissant. Une légende parmi les gardiens de pierre, prédisant qu'un jour, un éveilleur parviendrait non pas simplement à repousser le dévoreur, mais à le détruire définitivement. Comment ? Demanda Élise, intriguée. Le texte original a été perdu, admit Henri. Mais la tradition orale évoque un sacrifice final, plus grand encore que celui exigé pour éveiller les gargouilles. Un prix si élevé qu'aucun éveilleur n'a jamais été prêt à le payer. Il détourna le regard de la fresque, comme si sa vue lui était pénible. Mais ce sont des préoccupations pour un autre temps. Pour l'instant, vous devez vous concentrer sur votre apprentissage. Ils quittèrent la chapelle secrète, remontant vers les parties accessibles de la cathédrale. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, baignant les vitraux d'une lumière multicolore qui se déversait sur les dalles de pierre. « Je dois retourner auprès de Marcel et des autres, décida Élise. Ils auront besoin d'explications, du moins, autant que je pourrai leur en donner. Soyez prudente, conseilla Henri. Tous ne sont pas prêts à accepter la vérité sur ce qu'ils ont vécu. Certains préféreront oublier, se convaincre qu'il s'agissait d'un cauchemar ou d'une hallucination. Et la police, s'inquiéta Victor. Mes supérieurs attendent un rapport sur ces disparitions. Une histoire de secte d'illuminés devrait suffire, suggéra Henri avec un sourire énigmatique. Après tout, ce n'est pas si éloigné de la vérité. Quant aux preuves matérielles, elles ont été ensevelies sous les décombres de la caverne effondrée. Ils se séparèrent sur le parvis de Notre-Dame, Henri se fondant étrangement dans la foule malgré son apparence transformée, comme si les passants refusaient inconsciemment de voir sa véritable nature. Nous nous reverrons ce soir, promit-il à Élise. Sur les toits de Montmartre. Les gardiens vous montreront leur paris nocturne. Alors qu'Élise et Victor s'éloignaient, ce dernier lui jeta un regard préoccupé. Êtes-vous certaine de votre décision ? Votre vie ne sera plus jamais la même. Élise contempla sa main marquée du sceau des éveilleurs, puis leva les yeux vers les gargouilles qui veillaient silencieusement sur la ville. Pour la première fois depuis le début de cette aventure, elle se sentait en paix avec elle-même. « Ma vie a changé au moment où Marcel a disparu, répondit-elle. Je ne peux pas revenir en arrière, seulement aller de l'avant. Et étrangement, je me sens à ma place dans ce nouveau rôle, comme si j'avais toujours été destiné à le remplir. » Victor hocha la tête, comprenant sa résolution. « Alors je serai à vos côtés dans cette nouvelle vie, si vous le permettez. » Élise sourit, touchée par cette offre. « J'espérais que vous diriez cela. Les éveilleurs ont toujours eu besoin d'alliés dans le monde des hommes. » Le soir venu, comme promis, Élise se rendit sur les toits de Montmartre. Henri l'attendait, sa silhouette se détachant contre le ciel étoilé. À ses côtés se tenaient plusieurs gargouilles,
leurs corps massifs accroupis comme de grands félins de pierre. « Elles sont venues vous saluer, expliqua Henri. Et vous offrir votre premier vol. »« Mon premier, quoi ?» balbutia Élise, incrédule. Une des gargouilles s'avança, inclinant sa tête cornue dans un geste d'invitation. Ses ailes déployées formaient une silhouette impressionnante contre le ciel nocturne. « Elles veulent vous montrer Paris comme elles le voient, précisa Henri. C'est un honneur qu'elles n'accordent qu'à leur réveilleur. » Avec un mélange d'appréhension et d'excitation, Élise s'approcha de la créature. Guidée par un instinct qu'elle ne s'expliquait pas, elle grimpa sur son dos écailleux, s'accrochant aux protubérances de pierre qui offraient des prises naturelles. « N'ayez pas peur, conseilla Henri. Elles ne vous laisseront jamais tomber. » La gargouille déploya pleinement ses ailes et, d'une puissante impulsion, s'élança dans le vide. Élise retint un cri, ferma instinctivement les yeux. Quand elle les rouvrit, il survolait déjà les toits de Paris. La sensation était indescriptible, un mélange vertigineux de terreur et d'exaltation. Sous elle, la ville s'étendait comme une constellation terrestre, ses lumières rivalisant avec les étoiles. Les autres gargouilles les rejoignirent, formant une escorte aérienne qui virevoltait autour d'eux avec une grâce surprenante pour des créatures aussi massives. Ils survolèrent la Seine, dont les eaux miroitantes reflétaient leur passage, puis les grands boulevards, les places historiques, les jardins endormis. Élise découvrait sa ville sous un angle qu'aucun humain avant elle n'avait contemplé, la perspective des gardiens de pierre. La gargouille l'emmena finalement au-dessus de Notre-Dame, planant en cercle concentrique autour des tours. De là-haut, Élise pouvait percevoir l'énergie qui émanait de la cathédrale, un réseau lumineux invisible à l'œil ordinaire, mais qu'elle pouvait maintenant discerner grâce à sa nature transformée. Ce réseau s'étendait à travers tout Paris, reliant les différents points où des gardiens de pierre montaient la garde, églises, ponts, fontaines, bâtiments publics. Une toile protectrice tissée à travers les siècles, dont elle était désormais la gardienne. Alors qu'il redescendait vers Montmartre, Élise comprit pleinement l'ampleur de sa tâche. Elle n'était plus simplement une artiste, elle était devenue la protectrice d'un héritage millénaire, le lien vivant entre deux mondes. Et quelque part, dans les profondeurs de Paris, le dévoreur affaibli commençait déjà à reconstituer ses forces, attendant patiemment le prochain cycle. La véritable bataille ne faisait que commencer. Un an s'était écoulé depuis cette nuit fatidique dans les catacombes. L'automne parait à nouveau Paris de teintes dorées et cuivrées, et la vie avait repris son cours, du moins en apparence. Dans son nouvel atelier situé sous les combles d'un vieil immeuble de la rue Le Pic, Élise mettait la dernière touche à une sculpture de taille modeste. Ses doigts, désormais aussi habiles avec le ciseau qu'ils l'avaient été avec le pinceau, dégageaient les derniers détails d'une gargouille miniature aux traits expressifs. L'espace autour d'elle témoignait de sa transformation artistique. Les toiles et chevalets avaient cédé la place à des établis et des outils de sculpteurs. Des dizaines de créations en pierre, bois et argile peuplaient l'atelier, certaines purement décoratives, d'autres dissimulant des fonctions plus ésotériques que seule Élise connaissait. Un coup discret à la porte interrompit sa concentration. Victor entra, portant un paquet soigneusement emballé et une bouteille de vin. « Joyeux anniversaire », dit-il en déposant un baiser sur sa joue. Élise sourit, surprise. Dans l'intensité de son travail, elle avait presque oublié la date. « Merci de t'en être souvenu. » Comment oublier? C'est aussi l'anniversaire de notre étrange aventure. Il désigna la sculpture inachevée. Un nouveau gardien? Pour le pont des Arts, confirma Élise. Henri a détecté une faiblesse dans le réseau de protection à cet endroit. Cette petite sentinelle y remédiera. Victor s'approcha pour examiner l'œuvre. Après un an à côtoyer Élise dans son nouveau rôle, il avait appris à reconnaître les signes subtils qui distinguaient ses créations ordinaires de celles destinées à s'animer. « Elle a ton sourire », remarqua-t-il avec amusement. « Toutes mes créations portent une part de moi », expliqua Élise. « C'est ce qui leur permet de s'éveiller. » Elle posa ses outils et s'étira, ses muscles endoloris par des heures de travail minutieux. « Qu'y a-t-il dans ce paquet mystérieux ? » « Ouvre-le », l'encouragea Victor. Élise défit délicatement l'emballage, révélant un livre ancien à la reliure de cuir usé. Le titre, gravé en lettres d'or à demi effacées, disait « Chronique des gardiens de pierre volume 7 ». « Où l'as-tu trouvé ?» s'exclama-t-elle, stupéfaite. « Dans une librairie spécialisée à Londres », répondit Victor, visiblement satisfait de sa surprise. Le propriétaire ignorait sa véritable valeur. Il pensait qu'il s'agissait d'un simple recueil de légendes médiévales. Élise feuilleta précautionneusement les pages jaunies. Le livre contenait des récits détaillés des éveilleurs du XVIIe siècle,
accompagné de croquis de gargouilles aujourd'hui disparues et de formules rituelles oubliées. C'est inestimable, murmura-t-elle. Henri cherchait ce volume depuis des décennies. Je sais, sourit Victor. Il m'a aidé à l'authentifier. C'est aussi un peu son cadeau. Ils débouchèrent la bouteille et s'installèrent près de la fenêtre qui offrait une vue imprenable sur les toits de Montmartre. Le soleil déclinait, teintant le ciel de nuances flamboyantes. « Comment va Marcel ?» demanda Victor en sirotant son vin. « Mieux, » répondit Élise. Sa mémoire des événements reste fragmentaire, ce qui est peut-être préférable. Il sculpte à nouveau, mais ses œuvres ont changé plus sombres, plus intuitives. Comme s'il percevait désormais des choses invisibles aux autres. Et les autres artistes? Ils se sont adaptés, chacun à sa manière. Sophie danse maintenant avec une compagnie expérimentale, créant des chorégraphies inspirées de ses rêves de gargouille. François écrit des poèmes étranges qui deviennent inexplicablement populaires. Aucun d'eux ne parle ouvertement de ce qui s'est passé, mais ils savent, au fond d'eux-mêmes. Victor hocha la tête, pensif. Lui-même avait dû s'adapter à cette nouvelle réalité où les statues pouvaient s'animer et où d'anciennes entités sommeillaient sous la ville. Son travail d'inspecteur avait pris une dimension supplémentaire, il était devenu l'intermédiaire discret entre le monde ordinaire et celui des gardiens, détournant les enquêtes qui risquaient de révéler des vérités dangereuses. « As-tu des nouvelles d'Henri ?» demanda-t-il. « Il voyage » répondit Élise. Sa nature transformée lui permet désormais d'explorer des lieux inaccessibles aux humains ordinaires. Il recherche d'autres artefacts liés aux gardiens de pierre, dispersés à travers l'Europe lors des guerres et révolutions. Elle se leva et s'approcha d'une carte de Paris épinglée au mur, où des points lumineux marquaient l'emplacement de chaque gardien actif. Le réseau se renforce chaque jour. Mes nouvelles créations comblent les lacunes laissées par les siècles de négligence. Victor l'observait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. En un an, Élise avait considérablement changé. Plus mince, plus intense, elle dégageait désormais une aura subtile que même les personnes ordinaires pouvaient percevoir sans la comprendre. Ses yeux verts aux éclats minéraux semblaient voir au-delà des apparences, et ses mains portaient les marques de son travail non pas de simple callosité d'artiste, mais des veines légèrement bleutées qui rappelaient les motifs observés dans la chapelle des éveilleurs. « Tu te transformes, dit-il doucement. Chaque création t'éloigne un peu plus de ton humanité ordinaire. » Élise sourit, sans nier. « C'est le prix à payer. Henri m'avait prévenu. Chaque gardien que j'éveille emporte avec lui une parcelle de mon essence humaine, la remplaçant par quelque chose d'autre. Cela t'effraie-t-il ? » Elle réfléchit un moment avant de répondre. Pas autant que ça le devrait. C'est comme si je découvrais une partie de moi-même qui a toujours existé, mais que j'ignorais. La nuit était presque tombée maintenant. Sur les toits environnants, des ombres commençaient à s'agiter, les petits gardiens qu'Élise avait créés au cours de l'année, prenant vie avec le crépuscule pour entamer leur ronde nocturne. Ils sont si nombreux maintenant, remarqua Victor. Et pourtant insuffisants, soupira Élise. Les signes sont de plus en plus clairs. Le dévoreur se reconstitue plus rapidement que prévu. Elle désigna un carnet ouvert sur son bureau, rempli de croquis troublants et de notes frénétiques. J'ai ces visions presque chaque nuit, des fragments de conscience du dévoreur remontant des profondeurs, cherchant à se rassembler. Henri pense qu'il pourrait revenir dans moins de 20 ans, pas 50 comme nous l'espérions. Victor s'approcha et prit ses mains dans les siennes. Tu n'es pas seul dans ce combat, Élise. Tu as les gardiens, Henri, et moi. Elle serra ses mains avec reconnaissance. Leur relation avait évolué au cours de l'année, une intimité profonde née des épreuves partagées et de la compréhension mutuelle. Victor était devenu son ancre dans le monde des hommes, son rappel constant de l'humanité qu'elle risquait de perdre dans sa transformation. Un battement d'ailes à la fenêtre attira leur attention. Une gargouille de taille moyenne, l'une des premières créations d'Élise, se percha sur le rebord extérieur. Ses yeux brillaient d'une lueur urgente. « Qu'y a-t-il » demanda Élise, immédiatement alerte. La créature ne parlait pas à proprement parler, mais transmettait ses pensées directement à l'esprit de son éveilleuse. Élise fronça les sourcils, concentrée sur ce message silencieux. « Un problème à Notre-Dame » expliqua-t-elle à Victor. « Henri est revenu. Il a trouvé quelque chose d'important. » Sans hésiter, Victor prit son manteau. « Allons-y. » Ils traversèrent Paris à bord de la voiture de Victor, escortés discrètement par plusieurs gardiens qui bondissaient de toit en toit, invisibles pour les passants ordinaires. La nuit était tombée complètement maintenant, et la cathédrale se dressait, illuminée, comme un phare dans l'obscurité.
Henri les attendait dans la chapelle des éveilleurs, penché sur un ancien parchemin étalé sur l'autel. Sa transformation s'était accentuée depuis leur dernière rencontre, sa peau avait désormais la texture du marbre veiné, et ses mouvements produisaient un léger son de pierre frottant contre pierre. Vous avez fait vite, les accueillit-il sans lever les yeux du document. Votre messager semblait pressé, répondit Élise. Qu'avez-vous découvert? Henri désigna le parchemin. La prophétie de l'ultime confrontation. La version originale, pas la simple représentation que nous avons vue sur la fresque. Élise s'approcha avec révérence. Le document était rédigé dans un latin archaïque, accompagné de symboles ésotériques qu'elle commençait tout juste à déchiffrer après des mois d'études. Où l'avez-vous trouvé? Dans les archives secrètes du Vatican, répondit Henri. Il y était conservé depuis le XIVe siècle, classé parmi les textes hérétiques à ne pas divulguer. Victor, qui ne pouvait lire le latin ancien, observait les illustrations entourant le texte des scènes de bataille cosmique entre des forces de lumière et de ténèbres, avec au centre une figure humaine auréolée d'énergie. Que dit-elle exactement, cette prophétie, demanda-t-il. Henri et Élise échangèrent un regard grave avant que ce dernier ne réponde. Elle parle d'un éveilleur ultime, né de la lignée des créateurs originels, qui aura le pouvoir de détruire définitivement le dévoreur, pas simplement de le repousser comme nous l'avons fait. C'est une bonne nouvelle, non, s'étonna Victor. Pas nécessairement, intervint Élise, qui avait parcouru le texte. Le prix à payer est considérable. Elle traduisit un passage particulier, l'éveilleur ultime devra offrir non pas une part de son essence, mais sa totalité. Chair devenue pierre, sang devenu feu, âme fondue dans l'éternel réseau des gardiens. Un silence pesant s'abattit sur la chapelle. Un sacrifice total, murmura finalement Victor. La prophétie demande à cet éveilleur de renoncer complètement à son humanité. Pas seulement son humanité, précisa Henri. Son individualité même. Devenir une avec le réseau des gardiens, se dissoudre dans leur conscience collective. Il pointa un symbole spécifique sur le parchemin. Ce glyphe représente la fusion complète, l'opposé de l'éveil. L'éveilleur ne donne plus vie à la pierre, il devient la pierre vivante, répandue à travers toutes les créations. Élise recula, troublée par cette révélation. Et vous pensez que je suis cet éveilleur ultime? Vous êtes la dernière descendante directe de Philippe, répondit Henri. Et votre pouvoir dépasse déjà tout ce que j'ai pu observer en 7 siècles. Vos créations possèdent une conscience que même les gargouilles originelles de Notre-Dame n'ont jamais atteinte. Il désigna sa main marquée du sceau des éveilleurs. Cette transformation que vous subissez progressivement, elle vous prépare peut-être à cette possibilité. Victor s'interposa, soudain protecteur. Ce n'est qu'une prophétie, une légende. Élise a déjà sacrifié suffisamment. Je suis d'accord, acquiesça étonnamment Henri. Je ne vous ai pas montré ceci pour vous pousser vers ce destin, Élise, mais pour que vous soyez pleinement informés. La connaissance est notre meilleure arme contre le dévoreur. Élise contemplait toujours le parchemin, hypnotisée par les illustrations qui semblaient presque animées sous son regard. Quand, demanda-t-elle simplement. La prophétie mentionne la 3e résurgence après l'éveil complet des gardiens, expliqua Henri. Si nous comptons notre récente victoire comme le moment de cet éveil, et si le dévoreur maintient son cycle habituel malgré son affaiblissement. Environ 150 ans, calcula Victor. Bien au-delà de notre temps. Peut-être, concéda Henri. Ou peut-être pas. Le temps n'a pas la même signification pour des êtres comme le dévoreur, ou comme moi. Il roula soigneusement le parchemin et le tendit à Élise. Gardez-le. Étudiez-le. Et quand le moment viendra, que ce soit dans un siècle ou demain, vous ferez votre choix en connaissance de cause. Ils quittèrent la chapelle secrète en silence, chacun absorbé dans ses pensées. En émergeant sur le parvis de Notre-Dame, ils découvrirent que la nuit s'était éclaircie, la lune pleine baignant la cathédrale d'une lumière argentée qui faisait ressortir les silhouettes des gargouilles. Regardez, murmura Élise. Sur les toits et les corniches de Paris, des centaines de gardiens de pierre s'étaient rassemblés, leurs yeux brillant dans l'obscurité comme des constellations terrestres. Grands et petits, anciens et nouveaux, ils formaient une armée silencieuse veillant sur la ville endormie. Ils sentent que quelque chose approche, expliqua Henri. Même affaibli, le dévoreur projette son influence depuis les profondeurs. Alors nous nous préparons, déclara Élise avec une détermination renouvelée. Nous renforcerons le réseau, nous formerons de nouveaux gardiens, et nous serons prêts lorsqu'il reviendra. Elle leva les yeux vers les gargouilles qui les observaient, sentant leur loyauté et leur force. Qu'ils reviennent dans 150 ans ou demain,
Paris ne sera pas sans défense. Henri acquiesça, une lueur de fierté dans son regard minéral. Vous avez parcouru un long chemin en un an, Élise Deschamps. Philippe serait fier de vous. Et vous, demanda-t-elle doucement. Avez-vous enfin trouvé la rédemption que vous cherchiez? Le visage de Pierre d'Henri s'adoucit en un sourire mélancolique. Je continue à la chercher. Peut-être la trouverai-je lorsque le dévoreur sera définitivement vaincu. En attendant, je me contente d'être votre guide dans ce monde entre deux réalités. Victor observait cet échange avec un mélange de respect et d'inquiétude. Il avait accepté cette nouvelle vie étrange, mais craignait toujours pour Élise non pas pour sa sécurité physique, mais pour son humanité qu'elle risquait de perdre progressivement. Rentrons, suggéra-t-il finalement. L'aube approche. Ils se séparèrent sur le parvis, Henri se fondant littéralement dans les ombres de la cathédrale, retournant à sa veille éternelle. Élise et Victor remontèrent vers Montmartre, escortés discrètement par plusieurs gardiens qui bondissaient de toit en toit. Le ciel commençait à s'éclaircir à l'est lorsqu'ils atteignirent la butte. Ils s'arrêtèrent sur la petite place devant le Sacré-Cœur, contemplant Paris qui s'éveillait doucement sous leurs yeux. C'est étrange, murmura Élise. Il y a un an, je ne voyais que la surface des choses, les couleurs, les formes, la lumière. Maintenant, je perçois les couches plus profondes, l'histoire imprégnée dans la pierre, les énergies qui circulent sous les rues, les gardiens qui veillent dans l'ombre. Victor prit sa main, caressant doucement la marque des éveilleurs qui pulsaient faiblement sous sa peau. Regrettez-vous parfois votre ancienne vie? Élise réfléchit un moment avant de répondre. Je regrette l'insouciance, peut-être. La liberté de ne pas savoir, de ne pas porter cette responsabilité. Elle sourit. Mais je ne regrette pas le chemin parcouru. J'ai trouvé ma véritable vocation, même si ce n'est pas celle que j'avais imaginée. Le soleil apparut à l'horizon, ses premiers rayons illuminant la ville. Partout, les gardiens de pierre retournaient à leur immobilité diurne, reprenant leur posture figée jusqu'à la nuit suivante. Et nous, demanda Victor. Quel est notre avenir dans ce monde de gardiens et d'entités anciennes? Élise se tourna vers lui, son regard reflétant une sagesse nouvelle mêlée à une tendresse très humaine. Notre avenir est ce que nous en ferons, jour après jour. Je suis l'éveilleuse, mais je reste aussi Élise tant que tu me rappelleras mon humanité. Elle désigna son atelier visible au loin. Je continuerai à créer, à renforcer le réseau des gardiens. Tu continueras à protéger Paris à ta manière, en gardant les secrets qui doivent rester cachés. Et ensemble, nous veillerons sur cette ville que nous aimons tant. Et la prophétie, demanda doucement Victor. Elle attendra son heure, répondit simplement Élise. Si je suis vraiment destiné à ce sacrifice ultime, ce sera mon choix le moment venu. Mais d'ici là, j'ai une vie à vivre et une ville à protéger. Le jour s'installait pleinement maintenant. Les Parisiens commençaient à peupler les rues, vaquant à leurs occupations quotidiennes, ignorant les gardiens de pierre qui veillaient sur eux depuis les hauteurs. Marcel sortait justement du Lapin Agile, l'air fatigué mais serein après une nuit de discussions animées avec d'autres artistes. Il aperçut Élise et Victor sur la place et leur fit un signe de la main, avant de lever brièvement les yeux vers une petite gargouille perchée sur une corniche voisine, un regard de reconnaissance fugace qui montrait qu'au fond de lui, il savait. La vie continue, murmura Élise avec un sourire. Main dans la main, ils descendirent les escaliers de la butte, retournant vers le Paris ordinaire qui s'éveillait sous le soleil d'automne. Derrière eux, les gargouilles du Sacré-Cœur semblaient sourire dans la lumière matinale, gardant leur secret jusqu'à la nuit prochaine. Dans les profondeurs sous la ville, quelque chose remua faiblement, une conscience fragmentée, patiente, attendant son heure. Le cycle continuerait, la bataille reprendrait un jour. Mais pour l'instant, Paris était en paix sous la protection vigilante de ses gardiens de pierre et de leur éveilleuse. Et sur Montmartre, alors que la vie reprenait son cours normal, une nouvelle légende était née, celle du vampire qui n'en était pas un, des artistes sauvés des ténèbres, et de la jeune femme aux yeux verts qui parlait aux gargouilles. Fin.